Alors, bonjour YouTube, je suis en compagnie aujourd'hui de façon tout à fait exceptionnelle et importante de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. De FFG et de Shep. Bonjour Shep. Salut tout le monde. Comment ça va en Belgique? Ah, ça va très bien, il fait chaud, comme partout, je Il fait beau, pense. comme partout, absolument. Et notre ami Sébastien de FFG qui a de façon très sympathique accepté de nous répondre, de répondre à nos questions ce matin, est à Toulouse, hein. Exactement. Dans le vrai sud. Il doit Le faire vrai encore plus chaud qu'ici. Alors, Toulouse, ce n'est pas n'importe quelle ville, donc c'est la ville de FFG France où vous êtes situé, mais c'est aussi la ville du Passe-Temps, qui est une Exactement. chaîne de la boutique, le Passe-Temps, qui a une chaîne YouTube de 40 000 abonnés. C'est pas rien sur le jeu, Tout hein. à fait. C'est un très très gros succès dû, de mon point de vue, pour l'essentiel, à la qualité de ses intervenants. Et puis, c'est également la ville de l'UDEMA, hein, sur laquelle tu as fait une petite interview dans ces jours-ci. Les gens pourront aller voir, s'ils le souhaitent, la chaîne de l'UDEMA. L'UDEMA t'interroge sur quelques remue-ménages sur le site de FFG. On va nous aussi en toucher, en parler de mots. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder les grandes lignes d'Arkham et de FFG avant d'aborder l'actualité particulière des sorties FFG, puisqu'on a une actualité très chargée au niveau de la sortie de vos produits, hein, Sébastien, sur le mois d'août. Ah oui, tout à fait là. Surtout aujourd'hui, il y a quand même 4 JCE qui sortent en même temps, donc effectivement. 4 JCE qui sortent en même temps et tu es avec nous, hein, c'est vraiment très très sympathique. D'avoir accepté, hein, en ce vendredi matin. Alors j'ai préparé une petite série de questions, puis Chef va intervenir en même temps et rebondir éventuellement sur tes réponses, et puis poser les questions qu'il veut. Je pense qu'on va avoir beaucoup de questions que tu ne pourras pas répondre à tout parce que c'est bien normal. Et Mhm. donc la première Bon. question qui me vient à l'esprit, Sébastien, FFG France, c'est quoi exactement? Quel est ton poste? Et que fais-tu sur Arkham JCE? Alors mon poste, moi je suis community manager principalement, mais j'ai aussi la casquette de publication. Donc toutes les news que vous voyez sur le site de FFG ou sur le site de Edge, c'est moi qui les publie. C'est-à-dire que j'ai une personne qui les rédige et après je fais les images, je fais la mise en page. Et après ma troisième casquette qui va disparaître prochainement aussi, je gère les deux boutiques officielles. C'est-à-dire que quand vous passez commande sur la VPC de FFG ou de Edge, c'est moi qui prépare les commandes au niveau informatique. Après, la préparation physique se fait chez Asmodee France. Voilà. D'accord. Et FFG France, exactement, c'est quoi par rapport à FFG US et quel est votre rôle? Alors FFG France par rapport aux US, les US c'est un éditeur, ils fabriquent des jeux en anglais. FFG France, on est en studio de localisation, c'est-à-dire qu'on traduit les jeux d'FFG France et on en assure la promotion au niveau des joueurs. Voilà, tout simplement. Il me semble même que tu as un rôle supplémentaire vis-à-vis de Shep. Je crois que vous étiez déjà en contact, hein, préalablement à cette interview. Bien sûr, ouais. On Tout est à en fait, ouais. contact régulièrement pour les échanges de fichiers PDF pour les cartes, pour qu'ils puissent avoir des vidéos avec les visuels en français. Et je ne te remercierai jamais assez pour ça, parce que c'est quand même chouette d'avoir des visuels d'une telle qualité à pouvoir proposer dans les vidéos. Ouais, mais c'est avec plaisir. Alors la chaîne de Shep et de Ryzen, eh bien, je pense a peut-être un petit peu participé au succès du jeu, hein, puisque longtemps ça a été la seule chaîne qui existait. Alors aujourd'hui, on n'est que trois. Je précise ça pour nos viewers, on n'est que trois. Volontairement, on s'est dit on va fixer le nombre de personnes à trois pour pas que ce soit trois fouillis. Donc Ryzen n'est pas là et puis Michael n'est pas là. Alors j'ai vu Michael hier soir. Bon, il m'a dit ouais, j'aurais peut-être voulu être là et tout. J'ai plein de questions à poser. Bon, bah, bon, finalement, il a accepté de, voilà, parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de questions, vu que c'est pas notre métier, ça peut être un petit peu fouillis, donc on n'est que trois aujourd'hui. Est-ce que, Shep, tu avais des questions sur le rôle de Sébastien au sein de FFG? Ben, non, voilà, je pense qu'il a déjà bien répondu à la question dans sa position chez FFG, mais j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire
au niveau, ben voilà, nous on a chacun notre chaîne YouTube et à notre niveau, je pense que nous contribuons effectivement chez certains joueurs à la passion du jeu et j'ai déjà eu des témoignages de joueurs qui me disent je me suis mis au jeu grâce à toi et tu as peut-être déjà eu la même chose hein, pour l'Arkham Adventure TV. Et en fait, j'aimerais bien savoir, Seb, quelle est, parce que c'est une des questions que j'avais prévues, quelle est en fait pour vous, de votre point de vue, l'importance de tout cela, des réseaux sociaux, hein, des communautés, des chaînes YouTube, des Discord, enfin il y a des tas de choses, des Reddit, il y a des tas de canaux qui sont utilisés par les fans pour communiquer. Et est-ce que vous en tenez compte, est-ce que vous gardez un œil sur ce genre d'initiatives qui sont des initiatives tout à fait personnelles hein, dans votre réflexion sur l'édition, ou bien c'est une chose que vous laissez faire. J'ai vu notamment qu'FFG suivait la page Facebook de Marvel Champions. Donc voilà, Ouais, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. En fait, c'est moi, la page FFG, qui suit la page Marvel Champion. J'essaye d'être un maximum sur les groupes Facebook de nos jeux, donc que ce soit FFG ou Edge. Donc je rejoins les groupes systématiquement quand il y a des groupes assez importants et représentatifs pour avoir un œil sur la communauté, voir ce qui se passe, voir les complaintes des joueurs ou les attentes des joueurs par rapport au jeu. Après, on ne développe pas les jeux, nous. Donc c'est des choses qu'on fait remonter à FFG, mais on n'a pas d'impact direct sur les choses. Mais bien sûr, c'est intéressant de savoir ce que pensent les gens de nos jeux et en général, on regarde après les sorties, savoir si les gens prennent du plaisir à y jouer ou s'il y a des problématiques qui se sont posées dessus. Bien sûr qu'on regarde ça. On a eu le cas avec Marvel Champion où lors de la mise en page, il y a une flèche qui a été remontée sur le livre de règles. Bah, typiquement, je ne serais pas sur les réseaux sociaux, je ne l'aurais pas vu. Nous, quand on a fait la traduction, la flèche n'a pas été du tout traduite. Donc, c'est une erreur de maquette au niveau de l'Espagne. On l'a pas vu quand c'est sorti. La première impression de la boîte de base est comme ça. On l'a corrigé sur le PDF. Les prochaines impressions seront corrigées. Mais typiquement, voilà, c'est ce genre de retour moi que je vais chercher. Savoir si les joueurs prennent du plaisir et s'il y a des difficultés, quoi. Donc oui, tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit sur les groupes Facebook, les Discord, j'en ai pas mal aussi que je suis. J'essaie d'être au plus proche des joueurs pour pouvoir répondre aux questions et puis voir les retours, quoi. C'est super gentil. Rien que la dénomination de ton poste indique que vous en préoccupez un petit peu, puisque un manager de communauté, bon, par définition, ça ne rapporte pas de vente a priori. Bon, c'est simplement ton poste participer à la gestion de la communauté, donc ça c'est important. Mais ce que tu m'as précisé, Sébastien, ce que j'ignorais, c'est-à-dire que FFG France ne participe pas, on va dire, au succès d'Arkham, à savoir si on achète une boîte d'Arkham. Sauf erreur, vous ne touchez pas un euro dessus. Ah non, du tout. Du tout. Nous, on fait la traduction, la mise en page. Donc en fait, on prend les fichiers VO, on les traduit en français. Mais après, que le jeu se vende à 1 ou à 200 millions d'exemplaires, pour FFG France, ça n'a pas d'impact puisque le jeu appartient à Asmodee France. Et c'est eux qui ont les bénéfices ou les prises de risque sur les jeux, quoi. Mais ça fait peut-être partie de votre contrat avec FFG US que de répondre un petit peu aux joueurs, enfin d'avoir un community manager, parce que sinon vous n'y avez aucun intérêt. Tout à fait, ouais. C'est une demande qui émane d'Asmodee France et de FFG aux US d'avoir un site distinct pour FFG, donc FFG France en site web, et aussi qu'on ait des réseaux sociaux et qu'on puisse répondre aux gens. C'est une demande des deux parties, quoi, la partie américaine et de la partie française. C'est pour ça que je suis là. Impeccable. Comment tu es arrivé au métier de community manager et quel parcours tu as? Parce que bon, c'est un métier qui est quand même assez récent. Ouais, alors moi j'ai un CV qui est assez chamboulé, on va dire. J'ai fait beaucoup de choses différentes, mais dans les choses qui m'ont mené à être embauché pour être community manager chez Edge et chez FFG, j'ai fait beaucoup de ventes et du SAV notamment. Donc je sais gérer des clients qui sont pas contents. Ah bah il y en a beaucoup dans le domaine du jeu, j'ai l'impression qu'on a quand même quelques râleurs. Ce qui est étonnant, hein. Ce qui est étonnant parce que c'est quand même un milieu ludique et qui est quand même porté sur le fun. Et c'est vrai qu'il y a les gens prennent ça très 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 au sérieux. Voilà, le jeu c'est sérieux, quoi. C'est assez étonnant. Ouais. On pourrait penser que ça serait plus léger, mais non.
c'est un petit peu notre univers, donc c'est vrai que toute erreur au-dessus prend parfois quelques proportions. Et tu m'interromps, hein, Shep, hein, si tu as Oui, mais c'est vrai. questions, hein, t'hésites pas. Ce que tu dis, c'est vrai. Hein. Je suis le premier à avoir parfois réagi avec une véhémence exagérée sur certaines coquilles qui peuvent subsister. Et il m'a fallu du temps avant de comprendre que ce sont des choses qui arrivent absolument partout, que c'est quasiment impossible d'atteindre un niveau de qualité de 100%, et de comprendre aussi les contraintes qui sont liées à cette traduction qui, d'après ce que j'ai pu entendre ou comprendre, ne sont pas toujours faciles au niveau des délais de traduction. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vraiment très très chaud de traduire? Ah, Est-ce que je confirme, ouais. Sur une extension, par exemple, alors je vais dire n'importe quoi, hein, on nous donne les fichiers de traduction en janvier, au 1er janvier. En gros, la traduction, fin janvier, elle est faite. Ah oui, quand Mais même. le jeu, il sortira qu'au mois d'août ou septembre, en vrai. Ah oui. Mais effectivement, les délais de traduction, et encore un mois pour un cycle, c'est confortable. Si vous prenez l'exemple de l'avant-dernière vague de Légion qu'on a traduit, suite à des problématiques, on s'est retrouvé à avoir 3 jours pour traduire la vague de Légion. Donc ça représente beaucoup, beaucoup d'heures sup et un travail qui est compliqué. Alors il se trouve que le jeu est facile à localiser, on a des habitudes dessus et puis on a des traducteurs performants. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on a des délais comme ça pour travailler. C'est souvent le délai de traduction qui est le plus comprimé. Après le reste, il y a la place en général. Quand tu dis Légion, c'est Légion Star Wars, hein, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Moi, Star je Wars, suis pas un Légion, grand ouais. spécialiste, hein. Ce qui m'amène à ma question suivante, à quel jeu joues-tu parmi la gamme FFG? Alors moi je joue à Keyforge. J'ai beaucoup aimé la D'accord. sortie de Keyforge. On a vraiment joué. En fait, notre patron nous avait ramené 2 ou 3 decks de la Gen Con en anglais. Et on a joué à ça avec ces 3 petits decks. On a dû jouer pendant quasiment 2 mois avant de recevoir la VF, nous, pour pouvoir jouer avec. Et on s'est régalé parce qu'on a vu la profondeur du jeu avec un deck unique préconstruit. On n'a jamais la même expérience. Moi j'ai trouvé ça fabuleux. Sachant que j'étais un vieux joueur de Magic, donc j'ai retrouvé quand même une certaine mécanique et un plaisir de jeu qui est beaucoup plus accessible que Magic, je trouve. Et là, je joue à Marvel Champion. J'ai adoré. J'ai joué en duo avec Gaël du magasin concurrent au passe-temps, on va dire, Mhm. sur Toulouse. On a joué à deux joueurs, c'est vraiment excellent. Je trouve que les mécaniques sont rapides. Je le trouve, ce que je disais, très complémentaire avec Arkham. Arkham, c'est des parties qui sont longues, c'est une immersion qui est vraiment beaucoup plus poussée. Mais Marvel Champion, il a à l'inverse des parties qui sont rapides, c'est punchy, c'est vraiment super agréable à jouer. Et pour le coup, ça colle vraiment au thème. Moi, j'aime beaucoup Marvel Champion. Et après, moi, je suis rôliste, hein. Donc, D'accord. le Jeu de rôle qui revient c'est beaucoup à la drôle. mode. Ouais, tout à fait. Shep, as-tu déjà joué à Keyforge? Oui, j'ai joué à Keyforge, j'ai joué pendant un an à Keyforge. Ah, quand même. Ah oui, D'accord. j'ai été très 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 hypé aussi par Keyforge. J'ai même envisagé de faire une chaîne YouTube Keyforge en fait. Il y a eu un projet de chaîne YouTube Keyforge mais qui n'a pas abouti parce que je n'avais simplement pas le temps. Et puis c'est un versus, donc forcément il faut se tenir à jour, même si ce n'est pas un versus comme les autres où il n'y a pas la méta, etc. Vu que c'est des decks préconstruits uniques. J'aimais beaucoup le Tout à fait. concept. Et moi j'adore y jouer en mode casu. Hop, on prend 2 decks au hasard et on joue. Et ça c'est cool, ça va vite et c'est très bien. Faut que j'essaye. Il va falloir que j'essaye ça. Et sinon, en dehors des jeux FFG, donc tu m'as dit les jeux de rôle, mais tu as d'autres. J'ai vu sur ta carte de visite, ça m'a interpellé, Sébastien, ZZ Game, Z-Man Games, ouais, bien sûr. Z-Man Game, qui est l'éditeur de Terra Mystica, sauf erreur. Oh ouais, entre C'est autres, ouais. mon jeu préféré depuis qu'il est sorti. Donc l'extension sort bientôt, avis aux amateurs, Marchand des mers, quelque chose comme ça. Je l'attends avec une grande, grande impatience, hein. Beaucoup de licences de qualité chez Asmodée, mais enfin bon, je ne sais pas si un jour Asmodée aura la totalité du jeu de société, parce que Bon, j'espère pas. Ce serait dommage qu'il y ait une situation de monopole. C'est toujours mieux qu'il y ait une rivalité et que d'autres éditeurs arrivent à sortir des produits, quoi. Alors, j'ai commencé par quelques questions, mais en fait, le point sur lequel je voulais commencer, Sébastien Shep, c'était 50 minutes de louanges en monologue sur Arkham. Mais bon,
Je vais peut-être vous en faire grâce, mais quand même, rappelons que c'est un produit d'une très très grande qualité. Bon, ça fait des dizaines d'années que je joue et franchement, c'était un très très beau produit. FFG a une très grande idée de sortir Arkham. Je pense que ce jeu-là n'est pas assez connu. Parce qu'il a beaucoup de qualités d'un jeu de société classique comme Terra Mystica. C'est un jeu de stratégie avant tout, ensuite un jeu d'aventure, ensuite un jeu de campagne. Il touche à plein de domaines. Et c'est un jeu qui est pas assez connu. Il est un petit peu noyé au niveau de la licence Arkham. Global, Lovecraft, vous avez par exemple Arkham 3e édition, là le jeu de plateau qui pour moi n'est pas très... c'est un petit peu juste, quoi. Beaucoup de hasard, ça c'est un jeu parmi d'autres. C'est pas. Ouais, c'est ça, c'est un jeu de plateau, ça n'a pas grand chose à voir effectivement avec le jeu de cartes qui est beaucoup plus pointu, ouais. Mais le jeu de plateau n'est pas très bon, même de mon point de vue. Et Arkham, jeu de cartes, on a l'impression, bon voilà, ils ont voulu faire un jeu de cartes sur Arkham. On met Arkham et on colle jeu de cartes. Enfin, il manque peut-être une mise en valeur encore plus importante d'Arkham. Bon, là, c'est le passionné qui parle, bien sûr. Mais bon, ça a participé aussi au fait que j'ai créé une chaîne là-dessus, parce que, pour le faire connaître un petit peu, parce que moi, je le trouve vraiment très très exceptionnel ce jeu. Tu es d'accord avec moi, je sais pas. Oui, je voulais justement te dire, moi aussi j'ai joué au jeu de plateau, que j'ai trouvé bon mais trop long et trop complexe pour vraiment que je me passionne à fond dedans. Donc c'est un jeu qui prend la poussière chez moi. En fait, je n'arrive plus à trouver de joueurs pour le jeu de plateau parce que personne ne veut jouer avec moi. Non, on est parti pour 4-5 heures, c'est bon. Donc voilà, et donc le jeu de cartes, vraiment, lui, il est top. Vraiment, il est top. Mais pour un petit peu compléter ce que tu disais, le jeu de cartes s'adressait à la base, je pense, à un public de carteux. Hein, donc c'est une catégorie de joueurs bien spécifique. Mais je crois que Horror Arkham a réussi à dépasser cette cible-là, le jeu de cartes. Il a réussi à déplacer cette simple cible du carteux pour atteindre une cible qui n'était pas habituée et une cible que le Seigneur des Anneaux, par exemple, n'a pas atteinte, à mon sens. Tout à fait. Une cible plus occasionnelle qui cherche une expérience et une immersion. Voilà, c'est un petit peu ça le sentiment que j'ai au niveau d'Horror Arkham, donc qui a su franchir un cap par rapport au Seigneur des Anneaux. Ce qui m'amène à ma question suivante, Sébastien. Arkham, par rapport à des jeux d'ancienneté similaires, donc je pense surtout à Keyforge et la légende des 5 anneaux, est-ce que Arkham est une meilleure licence, une licence équivalente ou une licence inférieure? Pour le jeu de cartes, hein, donc alors, je rappelle les chiffres de vente de la boîte de base qui ont été donnés par FFG, c'est public, je ne révèle pas de secret, c'est 22 000 boîtes en français, je dis bien qu'en français, plus les boîtes anglaises, donc c'est un très beau succès déjà dans le domaine du jeu pour un jeu de niche. Et donc ce qui m'amène à ma question suivante par rapport à Keyforge et Légende des 5 anneaux, où se situe notre chouchou? Ouais, alors Keyforge c'est pas comparable puisque c'est des decks à 10 €, donc c'est sûr que Keyforge est largement au-dessus en termes de quantité de vente. L5R est en dessous, mais voilà, après c'est des jeux qui touchent pas du tout le même public. On peut pas vraiment comparer un jeu compétitif comme L5R avec un jeu vraiment coopératif comme Arkham, sachant qu'Arkham se joue beaucoup en solo aussi, ce qui explique, je pense, une grosse partie des ventes. Ce ne sont pas des jeux comparables, mais on peut quand même comparer le chiffre d'affaires de ces trois licences. Après, disons que moi je trouve que ça s'adresse pas du tout au même public. Le gars qui va jouer à Arkham tout seul chez lui, il sera pas forcément intéressé pour aller jouer en compétitif sur les 5R. Donc non, je pense que ça reste, les trois restent des jeux de niche. Alors peut-être un peu moins pour Keyforge qui est un peu plus graphique. Ça reste des jeux forts, donc des jeux qui se vendent pas plus à 10 millions d'exemplaires. Ça touche pas du tout le même public, je trouve. Enfin, moi je le vois dans les communautés, c'est pas les mêmes joueurs, quoi. D'accord. Mais justement, quand on est à comparer, c'est difficile évidemment de comparer les époques, mais par rapport à Seigneur des Anneaux par exemple, qui lui est plus proche de la cible d'Arkham, beaucoup de joueurs ont joué au Seigneur des Anneaux pour le solo notamment. Arkham a-t-il fait un meilleur démarrage que Seigneur des Anneaux, un démarrage similaire, tu as une idée? C'est assez similaire en termes de démarrage. Après là, c'est difficile de comparer maintenant puisque Lord of the Rings est plutôt en fin de vie et Arkham est en plein milieu de sa durée de vie.
Ah oui, oui. Après, Arkham, il a bénéficié de la modernisation et des évolutions de Lord of the Ring. C'est une base de Lord of the Ring, Arkham, hein. Les joueurs qui jouent aux deux comme Shep, en passant du SDA à Arkham, on n'est pas dépaysé. Il y a plein de mécaniques qui sont assez similaires, mais bien souvent, elles ont été allégées, elles ont été optimisées, et Arkham va beaucoup plus loin que ce que n'allait le SDA à l'époque, quoi. Tout à fait. Ce qui m'amène à ma question suivante. Donc Arkham existe depuis maintenant 3 années, 3,5 ans. Quelle est la courbe des ventes en France? Est-ce qu'on a une érosion, une progression? Alors l'érosion, c'est sur tous les jeux. C'est pas C'est sur compliqué. tous les jeux de cartes, Ouais, non, tous les jeux tout court, hein. tous les jeux tout court. En général, on dit qu'en gros, la boîte de base se vend 2 fois plus que la première extension, qui se vend elle-même 2 fois plus que l'extension d'après, ainsi de suite. Ah oui, à ce point-là. On a toujours voilà, tout à fait. On a toujours un phénomène d'érosion qui se fait. Après, avec le temps, les ventes remontent, mais c'est pas, il n'y a jamais une courbe exponentielle dans l'autre sens. Enfin, c'est assez rare. C'est logique. Voilà. Oui, c'est logique, bien sûr. Ouais. Et si on devait situer le nombre de boîtes de luxe sur les dévoreurs de rêves et puis le nombre de luxe sur Dunwich, ça donne quoi? Je sais pas si tu peux donner un chiffre ou pas, mais j'ai pas les chiffres et même si je les avais, je les aurais pas donnés pour le coup. oui. Mais ça doit être ça doit être 25% de la première de luxe en termes de vente maintenant. Pour donner une idée, on vend un quart de ce qu'on vendait à l'époque la première de luxe en termes de vente. Sachant que Dunwich a été réédité à plusieurs reprises quand même, hein, donc forcément on peut pas lui demander. Oui, alors, et c'est celle qui suit la boîte de base, donc un joueur va globalement se diriger vers cette boîte plutôt que sur une autre. C'est ça, d'autant plus sur Arkham où c'est complètement narratif. Donc effectivement, les joueurs ont tendance à plutôt acheter le premier cycle. Si ça leur plaît, ils continuent. Si ça leur plaît pas, ils arrêtent. Donc les ventes du premier cycle seront forcément mécaniquement plus grosses que ce qui vient après. C'est complètement dépendant de la qualité des cycles, hein. Mais c'est comme ça. C'est un petit peu normal. Donc pour contrebalancer on va y venir un petit peu après, mais vous avez voulu sortir donc ce qu'on appelle des starter decks, hein. Donc je suppose peut-être pour faire venir des nouveaux joueurs. Ouais, alors c'est une volonté des FFG à partir du moment où c'est qu'il y a beaucoup d'extensions. Un nouveau joueur qui doit rattraper tout son retard, ça fait quand même un sacré budget. Oui. Donc ils avaient fait ça pour le Trône de Fer et là ils récidivent pour Arkham. Je trouve que c'est très bien, ça permet d'acheter une boîte de base et l'investigateur qu'on veut jouer et pouvoir déjà débuter dans le jeu sans trop de problèmes, sans devoir racheter 70 extensions qui étaient déjà sorties, quoi. Alors à ce sujet, j'ai établi une espèce de théorie, dont j'avais fait une vidéo avec cette théorie. Ah attention, la théorie de Shep, c'est le moment. Oui, je me devais de la donner. Donc j'avais émis l'hypothèse que suite au développement de Marvel Champions, qui change complètement le modèle économique du jeu de cartes évolutif, hein, on a vu que c'était une autre manière de publier les jeux, que ces investigateurs PAC seraient une prémisse d'un éventuel changement de modèle pour Arkham si le modèle Marvel Champions s'avérait être payant par rapport à l'ancien modèle. Donc, est-ce que cette théorie, je sais bien que même si c'est vrai, tu ne me diras pas la réponse, mais est-ce que cette théorie est plausible ou bien est-ce que je suis dans le fantasme complet? Alors, je dirais oui et non. Alors, dans un premier temps, il se peut qu'il y ait des changements de format sur Arkham, mais qui n'ont rien à voir avec Marvel. Puisque Marvel, en fait, le format de vente est différent, puisque théoriquement, on peut juste acheter la boîte de base, les extensions d'ennemis, et jouer avec son Spider-Man qu'on a à la boîte de base. Techniquement, il n'y a aucune nécessité d'acheter les autres paquets de super-héros, si ce n'est d'avoir les cartes d'amélioration. Mais techniquement, le modèle économique de Marvel, c'est en gros, vous achetez le héros que vous voulez jouer et après vous achetez les ennemis que vous voulez taper. Mais il n'y a pas besoin d'acheter le cycle complet comme sur Arkham. Sur Arkham, il y a très peu de joueurs qui vont acheter le 4e paquet du cycle et pas tout le reste. Ouais. Ça serait complètement débile. Donc clairement, le modèle économique n'est pas le même puisque la narration n'est pas faite de la même façon et le jeu ne se joue pas du tout de la même façon. Mais du coup, est-ce que le modèle Arkham n'est pas considéré comme trop contraignant?
avec son format campagne. Parce que le Seigneur des Anneaux était beaucoup moins contraignant à ce niveau-là. On pouvait acheter le pack 3 d'un cycle sans avoir besoin des autres. Mais pour Arkham, comme tu viens de le dire, c'est totalement pas envisageable, vu que tout est basé quand même sur la campagne. Donc est-ce que ce modèle n'est pas trop contraignant? Est-ce qu'on va peut-être avoir un changement de modèle? Parce qu'une campagne Arkham, l'air de rien, c'est 120 €. Donc voilà. Alors sur les changements, je peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. On va attendre qu'FFG annonce des choses, mais le modèle économique d'Arkham à l'heure actuelle, c'est le modèle américain. C'est-à-dire que les Américains, ils dépensent 15 $ tous les mois pour acheter un nouveau paquet. Et ça marche comme ça en fait. Ils le jouent sur place dans les gros hangars qu'ils ont dans les magasins. Ils font 4000 m² aux États-Unis. Donc ils achètent leur paquet et ils jouent directement dessus. Donc avoir des sorties fractionnées comme ça plaît beaucoup au marché américain. Nous, en Europe, clairement, si on demande au passe-temps, si ça lui fait plaisir d'aligner 6 paquets comme ça sur un mur, clairement, non. Les magasins français ou européens, on n'a pas la place d'étendre comme ça des cycles entiers. C'est ultra compliqué. Donc, il y aura forcément des changements à un moment donné pour ce format-là. Mais ça changera pas grand-chose au niveau de la narration d'Arkham. La narration se fera toujours de la même façon, quoi. Vous avez déjà démarré avec la dernière Les Dévoreurs de Rêves. On a 2 mini-campagnes de 4 scénarios. Bon, c'est assez salutaire. Lorsqu'on ne veut pas jouer 8 scénarios, on peut jouer une petite campagne à 4. On n'avait que la Zélatrice jusqu'à présent. Et il me semble sur l'interview de Matt Newman, donc le concepteur du jeu, qu'effectivement avoir un peu plus de mini-campagnes serait pas si mal. C'est déjà le cas, on a quand même pas mal de stand-alone qui sont jouables avec des gameplays justement qui changent, que ce soit Rougarou, enfin pas mal de pods comme ça là qui sont proposés qui permettent de changer vraiment l'expérience. Et je pense que c'est bien, ça sort un peu du cadre des cycles classiques là, et ça permet de jouer différemment. Donc c'est très bien qu'ils s'autorisent ce genre de gameplay qui rentre pas forcément dans le moule de base d'Arkham, mais qui permet de diversifier l'expérience. Ça, c'est plutôt intéressant pour les joueurs, sachant que c'est facultatif et que ça rentre pas dans l'histoire de base non plus, quoi. C'est pas une obligation d'acheter ces paquets-là. Alors, j'ai peut-être une dernière question sur ce sujet-là. Donc, comme tu l'as dit, vous n'avez aucune prise sur la conception du jeu en elle-même. Donc, je te demande là juste un avis. Parfois, on critique un petit peu le fait que Arkham, ce qui est un peu embêtant aussi, c'est des cartes joueurs et des cartes scénario dans le même paquet. Quel est ton avis sur un modèle qui serait je vends les campagnes séparément et je vends des extensions de cartes joueurs séparément? Tu penses que ça fonctionnerait ou pas avec ton expérience? Plus ou moins, oui, c'est ce qui se fait sur Marvel. D'un côté, vous achetez les super-héros, de l'autre côté, vous achetez les packs avec les scénarios et les méchants. Donc c'est viable, on l'a déjà l'exemple avec Marvel. Après, sur Arkham, je suis pas sûr que effectivement le fait de faire une deluxe avec tout ce qu'il faut pour lancer la campagne et après des packs de cycle derrière, le format soit très pertinent pour l'Europe en tout cas. Mais oui, ça marcherait. Vendre d'un côté les investigateurs ou de quoi augmenter les investigateurs et vendre séparément le scénario, ça pourrait tout à fait se faire. Ce qui m'amène, après FFG France, ce qui m'amène à une question sur FFG US. D'abord, est-ce que ce sont des gens sympathiques, Sébastien, nos amis américains? Et puis, est-ce que FFG US va bien? Est-ce que la société se porte bien? J'ai pas été voir les comptes, je pense qu'ils sont publics, mais j'ai pas été voir les comptes. Bon, c'est un petit peu mon métier. Je crois que le directeur de FFG US est parti il y a quelque temps. Et d'ailleurs, sur Discord, j'ai eu plein de messages. Ça y est, Arkham s'arrête, Keyforge s'arrête, tout cool. Enfin bon, c'était la cata. Ouais, alors c'est un peu toujours le cas. Moi, quand il y a un nouveau jeu qui sort, généralement, les gens me disent « Ah, mais du coup, ça va arrêter tous les jeux à côté ?» Non, c'est complètement dépendant. FFG va bien, oui. Après, les gens se sont inquiétés en début d'année quand FFG a annoncé la fermeture du pôle jeu de rôle. Tout le monde s'est dit « Ah là là, FFG, ils sont pas bien. Ils arrêtent le jeu de rôle, on n'aura plus Star Wars, on n'aura plus la légende des 5 anneaux, c'est fini. » Bon, maintenant, depuis quelques semaines, vous savez qu'on a fermé FFG parce que maintenant, tout est basculé sur le nouveau studio qui s'appelle Edge Studio, qui est donc géré par nous en France.
mais qui pilote les mêmes personnes qui étaient chez FFG auparavant, quoi. Le chef de projet sur les gammes Star Wars L5R qui était chez FFG, c'est celui qu'on a recruté pour bosser sur Edge Studio. Donc la continuité est complète. Et effectivement, voilà, ça fait beaucoup de bruit avec les studios FFG qui ferment, mais en fait c'était juste une réorganisation. Ils sont passés d'un employeur FFG à un employeur Edge Studio, donc ça n'a pas changé grand-chose à leur mode de fonctionnement. Et c'est le cas après pour chaque sortie. Dès qu'il y a une nouvelle sortie, en général, les gens se disent ah mais ça va complètement arrêter mon jeu, même si ça n'a pas trop de rapport. Hein. Moi j'ai souvent, par exemple, quand on a annoncé qu'on récupérait l'appel de Cthulhu chez Edge, les gens m'ont dit ah mais du coup ça va ralentir les gammes Star Wars. Alors qu'en fait non, il n'y a pas de lien. Le gars qui traduit du Cthulhu, qui est performant pour du Lovecraft, c'est pas forcément le même qui va être bon pour faire du Star Wars et qui a l'habitude de l'univers de Star Wars. Donc c'est des équipes qui sont distinctes, il n'y a pas d'impact, un jeu n'impacte pas forcément un autre, quoi. Ok, Edge, par rapport à FFG, c'est quoi exactement la différence Edge? Alors physiquement, il n'y a aucune différence. Hein. Ah, Que ce soit Edge Studio, Edge ou FFG France, on est 7 c'est la même, personnes ouais. dans un local à Toulouse. C'est Voilà, les mêmes. je pense, pas rêver d'un secret, c'est la SRL Ubique, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Donc Bon, ça vous avez changerait. différents noms commerciaux selon les Ouais, besoins c'est ça, du c'est moment, on va dire. des marques commerciales, tout à fait. Et après, les jeux qui sont dessus ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas géré de la même façon. Mais après, voilà, les personnes qui sont derrière, c'est la même chose. Par exemple, on parlait de Z-Man Game tout à l'heure, mais Playat fait partie aussi des jeux qu'on traduit pour Asmodée. Nelo, qui traduit Arkham Horror V3, par exemple, elle traduit aussi des jeux Playat comme Histoire de Peluche. Voilà. D'accord. Histoire de Peluche va se retrouver sur le site de Edge. Enfin, se retrouver jusqu'à présent sur le site de Edge. Et Arkham se retrouve sur le site de FFG France, quoi. Mais c'est la même personne qui fait la Histoire de traduction. Peluche. Ouais, le jeu est fun, ouais. Je l'ai pas acheté, mais je pense que je vais y passer. Hein. Les figurines sont belles et le jeu est sympa. Ouais, alors, la figurine, faut les peindre. Bon, ça c'est un boulot. Hein. Euh, Quelle visibilité avez-vous sur les campagnes à venir? Alors, on va pas te demander de révéler le nom ou autre, mais par exemple, au jour d'aujourd'hui, donc on sait qu'on va avoir Innsmouth. En date du 8 août, est-ce qu'après Innsmouth, vous savez qu'il va y avoir une autre campagne, 2, 3 ou pas du tout? Alors, généralement, on a un cycle d'avance pour donner une idée. C'est-à-dire que là, le cycle qui a été annoncé, qui suit Innsmouth, nous, il est déjà localisé. Ah, Déjà les 6 paquets sont déjà traduits, tout est fait. ah là Et là, là, déjà, c'est dans un an, dis donc. C'est un Ça scoop, avance. ça. C'est un Oui, scoop. c'est un scoop. Non, c'est pas un scoop, c'est toujours le cas. Ouais, ouais. C'est ce que je vous disais, quand il y a un jeu qui sort au mois d'août, généralement on a fini de le traduire en janvier, quoi. Il y a toujours ce décalage-là. Et là, il se trouve que le cycle qui a été annoncé là, à Gen Con là, il y a 15 jours maintenant, c'est un cycle qu'on a déjà traduit et mis en page, quoi. Il est prêt à être imprimé, on va recevoir les samples dans pas longtemps, quoi. Alors, Donc, il y a toujours un gros décalage entre le moment où nous on travaille et le moment où ça sort réellement, quoi. et s'il a déjà été annoncé, tu peux nous le dire. Alors, ça, non, ça parle de quoi? Ah, ben, ça parle de. S'il a déjà été annoncé à la Gen Con, hein. Ouais, ça a été montré vite fait à la Gen Con. Ça parle. Il y a beaucoup de. La première extension, par exemple, s'appelle Mouillé jusqu'au cou. Donc ça se passe beaucoup au bord de la mer avec des profonds. Ah oui, oui. J'ai vu, Donc on ne j'ai sera vu pas passer. dépaysé par rapport à Innsmouth, où il doit y avoir pas mal de profonds aussi, hein. C'est ça. Le troisième paquet s'appelle Une lueur dans le brouillard. C'est un phare en bord de mer, voilà, pour donner une Très, idée. très bien. Voilà. C'est bien. Donc Shep, on a encore pas mal de temps sur, Oui, sur Arc. mais à ton avis, Seb, la durée de vie du jeu au final. Parce qu'on a un Seigneur des Anneaux qui est Il n'est à pas 9 devant le ans, pauvre. qui est à 9 ans de durée de vie, ce qui est assez Ce qui est énorme. exceptionnel, ce qui est énorme. Ouais. Ton avis, Arkham, est-ce qu'il va aller plus loin? Est-ce qu'il va dépasser? Ou est-ce qu'on doit s'attendre à avoir une durée de vie équivalente ou plus faible? Je sais pas, quel est ton sentiment? Bah, on est à 80 extensions sur le SDA. Je crois que c'est la 83 qui sort aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. 82. 82 extensions pour le Seigneur des Anneaux. On est déjà à plus d'une cinquantaine sur Arkham. Donc mine de rien, en moins de temps, on va déjà plus vite que ce que faisait le SDA. Donc j'ai envie de dire qu'il y aura au moins une durée de vie équivalente, sachant que les ventes continuent à être correctes. Donc je pense pas qu'il y ait un arrêt prématuré comme on a pu connaître sur Netrunner par exemple, où
ou le Trône de Fer, qui sont des jeux qui sont très regrettés, mais qui sont réellement achetés par moins de 200 personnes en France, quoi. Ouais, c'est un peu juste. Moi, j'ai bien aimé le Trône de Fer, je t'interromps, mais alors les règles, hein, j'ai vraiment pas tout compris. Hein, c'était, enfin bon, on va pas remuer des vieilles histoires, hein, mais et puis ce qui m'embêtait, je parle d'un sujet là qui me tient à cœur, là sur le Trône de Fer, les cartes, les pouvoirs des cartes ne correspondaient pas franchement aux personnages dans la série. Enfin, il n'y a pas de lien tellement entre le pouvoir des cartes et son dessin et le titre de la carte comme il peut y avoir à Arkham. C'est vraiment le point fort d'Arkham. Sur avec le pouvoir d'une carte, on peut quasiment retrouver son titre. C'est pas faux. Marvel le fait très bien aussi. Ils ont réussi à donner une spécificité, que ce soit au niveau des super-héros ou au niveau des méchants. On arrive à bien comprendre les mécaniques, elles sont cohérentes par rapport aux personnages. Ouais. Le Seigneur des Anneaux faisait ça très bien aussi, hein, la plupart du temps, donc c'était très bien rendu. Moi j'étais un grand fan de Netrunner, hein. J'ai été déchiré quand le jeu s'est terminé. C'est pour moi un des meilleurs jeux versus qui existent. Netrunner, les derniers cycles, c'est pareil, hein, c'est une centaine de joueurs en France, quoi. Ouais, donc au bout d'un moment, Asmodée est obligé d'acheter des milliers d'exemplaires pour les faire produire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imprimer moins de quelques milliers d'exemplaires. Si c'est pour vendre 100 exemplaires derrière et jeter tout le reste, le choix s'impose, quoi. Donc c'est regrettable, effectivement. On aurait bien aimé arriver jusqu'à la fin, surtout qu'on n'était pas très loin pour le coup. Comme Game of Thrones d'ailleurs, c'est le même problème qui arrivait beaucoup plus vite, mais c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment le jeu, qui trouvent ça génial, mais en fait, il y a très peu de joueurs qui l'achètent vraiment, quoi. Ouais. Donc, du coup, voilà, on s'est fait insulter de tous les noms suite à l'annonce de l'arrêt du jeu. Mais effectivement, en vrai, dans la vraie vie, il y a quasiment personne qui a acheté le jeu, quoi. Ce qui nous amène, je vous interromps tous les deux. Shep, depuis le début de l'interview, tu attends le moment de poser cette question sur les SDA. Écoute, c'est le moment, vas-y, pose ta question sur SDA. La question est simple, tu t'en doutes. Le jeu est-il fini? On n'a pas encore la réponse ferme. On nous a parlé d'une pause. Donc le jeu est-il fini? Bon, dans son format actuel, oui, je pense que oui, mais a-t-on encore une chance d'avoir de nouvelles sorties un jour, ou bien est-ce que ces deux derniers paquets, donc l'avant-dernier qui sort aujourd'hui et le dernier bientôt, augurent la fin définitive du jeu? Alors ça, pour le coup, j'ai pas l'info. Même si je l'avais, je l'aurais pas dit forcément. Mais non, après le jeu, rien ne leur interdit de changer d'époque et de continuer sur les mêmes mécaniques en modernisant un petit peu les mécaniques, mais de changer d'époque. Rien ne leur empêche de faire une V2 qui suit cette V1. Je pense que le jeu, il est éprouvé. Le fait qu'il soit jouable en solo, ça marche, mine de rien. Je pense que c'est un des plus gros succès du jeu, c'est du haut solo. Donc je connais pas les plans réellement d'FFG par rapport à ça. Mais si ça s'arrêtait là au bout de 80 et quelques extensions, ça serait pas non plus délirant. Mais moi, je connais bien l'univers du Seigneur des Anneaux. Pour le coup, il y a vraiment de quoi faire en dehors de ça et faire des trucs cool sur d'autres âges ou à une autre époque, ou même développer des histoires inédites comme ça a été un peu fait là sur les derniers cycles. Partir de 3 lignes sur l'ouvrage original et faire un cycle, c'est quand même il y a un pouvoir créatif chez FFG, quoi. Donc non, je pense que le jeu marche toujours, même si les mécaniques sont un peu vieillissantes là. On l'a vu notamment quand on a retravaillé sur la nouvelle boîte de base du jeu là. Il y a plein de mécaniques qui ont évolué, ou des questions qu'on avait posées à l'époque. Jean-François me faisait part de ça. Donc Jean-François Dadadjeff, qui supervise les JCE, me disait qu'il y avait des questions qu'il avait posées à l'époque, puisque lui c'est un vieux joueur de Netrunner et de Cthulhu, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très pointu sur les jeux de cartes. Et sur certains wordings, il avait posé des questions à FFG à l'époque en disant voilà, c'est pas très clair. Nous en français, il faudrait qu'on puisse préciser d'un côté ou de l'autre. En me laissant ce mot-clé-là, c'est pas super clair. Et on lui avait à l'époque répondu non, c'est suffisamment clair, on laisse comme ça. Mais depuis, le jeu ayant évolué, il y a plein de wordings qui ont été précisés. Et du coup, là, en retravaillant sur la boîte de base, il y a pas mal de wordings qui ont été changés, des cartes qui ont été mises à jour, puisque maintenant, effectivement, le jeu est plus précis que ce qu'il était à ses débuts, quoi. Donc on voit quand même que sur quasiment 10 ans, le jeu a pas mal évolué. Et notamment sur les wordings, il y a des changements qui sont plus précis que ce que c'était au début, quoi.
Et donc effectivement, ben, tu as parlé de cette nouvelle boîte de base, donc qui va sortir à l'automne, si je ne me trompe pas. Ouais, Ben, tout à nouvelle fait. boîte de base, précisons bien, hein, le contenu a priori reste le même, mais la boîte aura un nouveau format, donc C'est ça. elle adopterait le format comme les boîtes de base Horror Arkham, avec C'est ça. des compteurs de menaces plus petits, j'ai entendu aussi, donc pour que ça rentre Alors dans ça, la boîte. j'ai pas pu voir le truc parce on l'a jamais reçu en VO nous cette boîte-là, donc je l'ai jamais vu physiquement. Quand tu m'as posé la question sur les forums, j'ai essayé de regarder. Apparemment, nous on n'a pas l'info par rapport à ça. Ah oui. Quand on recevra le sample, je pourrai le confirmer s'il y a un changement. Mais ça n'avait pas l'air, en tout cas. Sachant que c'est des parties qui sont sur des punchboards et qui sont pas du tout localisées. Ah oui. Que ce soit des compteurs, des choses Ouais. comme ça, nous on traduit rien. Donc c'est des fichiers qu'on n'a pas forcément, puisque c'est imprimé exactement à l'identique de la VO, quoi. Mais quand je recevrai le sample, je pourrais te confirmer s'il y a un changement par rapport à la boîte que tu connais ou pas. Et donc nous aurons donc des cartes avec des wordings précisés, des cartes Ouais, c'est ça. corrigées, donc voilà. Une édition, à mon avis, même si j'ai 3 boîtes de base chez moi, à mon avis, je m'offrirai quand même cette nouvelle boîte de Des base. chances. Ouais, il y a des chances. Alors après, peut-être que vous pourrez donc faire à part un petit entretien plus spécifique au SDA si vous le souhaitez. En fait, Bon, on Largo, discutera ça tout à l'heure. j'avais Oui. terminé mes questions sur le SDA. J'en avais juste encore une toute petite Ah bah dernière. Et je puis t'en comme prie. ça, c'est le chapitre SDA est clos. Euh, et je pense déjà connaître la réponse, hein, mais au niveau des Nightmares, il y en a donc un certain nombre qui sont sortis en anglais, et il semblerait qu'ils ne verront jamais le jour en français alors qu'ils ont été traduits. Est-ce que tu Ouais, peux tout à fait. confirmer? Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Il y en a qu'on a traduit et mis en page, ils sont prêts à être imprimés. Il y en a d'autres qu'on a traduits en Word, mais qui sont pas mis en page. Mais c'est des produits qu'on vendait en exclusivité sur les boutiques Fantasy Flight Games et FRA. Mhm. Il se trouve que les boutiques, on les ferme à la fin du mois. Ouais, c'est ça, oui. Du coup, j'ai pas pu passer commande sur ces produits-là puisque il y avait une volonté de fermer ces boutiques-là. Donc après, je sais pas si Asmodée voudra les commander pour les distribuer au niveau des boutiques classiques. Il faut savoir que c'est des produits qui ne marchent pas du tout de la même façon que les produits classiques. Donc du coup, ça intéresse assez peu les boutiques de rentrer ce genre de produits-là. Et puis même Asmodée en termes de distribution, la marge est clairement pas intéressante. Ouais, Donc je suis pas sûr qu'ils soient intéressés pour proposer ce genre de goodies là, quoi. C'est beaucoup de références à créer et beaucoup de gestion à faire pour des produits qui ne rapportent absolument rien, quoi. C'est vraiment du fan service, hein, il tout faut le à fait. savoir, hein. Oui, oui, absolument. Oui, oui, ça c'est clair. C'est du fan service. C'est génial qu'on avait ça. Mais voilà, comme il y en avait en anglais qui était sorti, je me devais poser la question. Mais Maintenant, la comme- réponse est claire. Après, moi je vais essayer de voir. Alors j'ai beaucoup de choses à faire avec tous ces changements-là, mais pourquoi pas proposer ceux qui ont été mis en page en téléchargement, en PDF gratuitement plus tard. Pour voir, il faudra que je pose la question avec Asmodée pour savoir s'ils sont OK pour qu'on fasse ça. Et pourquoi pas les proposer gratuitement. Ce sera pas une impression comme on l'a connu jusqu'à présent, mais au moins ce sera quelque chose qui sera jouable en print and play, Ah, quoi. ce serait génial. Ce serait vraiment génial. Te voilà rassuré, peut-être un petit peu, Shep. Ben, je garde toujours cette petite lueur d'espoir, hein. Donc le jeu n'est peut-être pas complètement fini. La nouvelle boîte de base arrive, ça c'est chouette. Et peut-être que l'on verra un jour les Nightmares en print and play. Ça serait cool. Voilà. Eh bien, je te le souhaite. Pour Noël, Ah oui, ce serait un petit beau Noël cadeau de personnel. Noël. Alors, après les choses un petit peu généralistes sur FFG, on va aborder l'actualité plus particulière d'Arkham, qui est très chargée. Donc hier, enfin même aujourd'hui, sort la boîte renouveau pour Civilisation oubliée. Bon, la vidéo est déjà sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de recevoir une boîte renouveau. Hein. C'est vraiment un beau produit. Les Dévoreurs de toutes choses, donc un scénario indépendant, est sorti en français il y a 15 jours. On l'attendait depuis un certain temps. Bon, il y a eu le confinement. Et puis ce mois-ci, donc sort à la suite. Dans l'ordre, il me semble, les 5 starter decks, donc les 5 investigateurs complets pour la prise en main et démarrer une aventure, donc peut-être plutôt réservé aux nouveaux joueurs. La campagne d'Innsmouth, directement inspirée, je pense, de la nouvelle de Lovecraft. Tout à fait. Et puis un produit un petit peu spécial dont tu vas peut-être un peu nous parler, c'est Barkham, hein, c'est ça, hein.
On peut commencer ça, en par fait. celui-ci d'ailleurs. Barkham Horror qu'on a traduit à Horror à Warkham. Le jeu de mots était difficile à traduire en français pour le coup, puisque bark en anglais en fait ça veut dire aboyer. Donc Barkham ça marchait très bien. En français c'était déjà plus laborieux de trouver quelque chose d'équivalent. Donc on est resté sur Warkham. C'est pour le principe que le chien fait waf avec un W. Bon ça. Ah, moi, je trouve ça pas mal, moi. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, c'était pas évident. Nello c'est pas mal creusé la tête pour trouver la traduction qui collait le mieux. Et du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. La cabale de Mirlatotep, là, en version chien, qui était initialement une blague d'FFG du 1er avril. Et en fait, eh bien, ils ont développé ça vraiment en extension réelle. Donc du coup, on l'a localisé et il sera début septembre, je pense, ou mi-septembre, il sera disponible à la vente. À savoir que c'est un produit qui est un peu spécial, parce que c'est un peu comme un pod, on va dire. C'est un produit qui est en tirage ultra limité. Et les Américains, eux, reversaient un petit pourcentage des ventes de cette extension-là à Pet4Vet, pardon, qui est une association qui propose des chiens aux vétérans de guerre américains. Donc en gros, quelqu'un qui se retire de l'armée peut bénéficier d'un chien là-bas. Ça évite pas mal de troubles qu'ils ont après la guerre. Nous, en France, on n'a pas ça. On n'a pas de vétérans de guerre qui ont des chiens. Donc on a essayé de chercher une association là, qui se rapproche le plus de cette idée-là. Et il se trouve qu'on a fait un partenariat avec Andy Chien, une société, une association pardon, qui dresse des chiens pour les personnes handicapées, donc pour les aider dans leur vie quotidienne, pour ramasser des choses qui tombent par terre, ouvrir des portes, les guider, aboyer. Il y a pas mal d'utilité pour une personne à mobilité réduite d'avoir un chien d'aide en fait. C'est une espèce d'aide à domicile, mais à 24 heures sur 24. Et donc, pareil, Asmodée reversera une partie des ventes fixes au niveau de ce jeu-là à l'association Andy Chien, ce qui leur permettra de continuer leur travail avec un peu plus de facilité. Alors, en pratique. Pardon, excuse-moi Stéphane. Je t'en prie, chef, vas-y. Je trouve ça super chouette, hein. Ça me fait un petit peu penser à dans le monde du jeu vidéo, il y a chaque année une convention qui s'appelle Good Games Done Quick, Ouais. qui est une convention qui a pour but généralement de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer, mais aussi d'autres associations. Et donc c'est vraiment chouette que dans le monde du jeu de société, ce genre d'initiative se développe, hein. C'est vraiment une bonne chose. Alors, surtout que ça paraît d'une blague du 1er avril, et au final, ça se transforme en quelque chose de sympa pour les joueurs et d'utile. Et puis ça permet aussi d'impliquer les joueurs à ce niveau-là. C'est un jeu qui est complètement stand-alone et complètement indispensable. Mais voilà, en l'achetant, ça permet de reverser la quasi-totalité de la part distributeur. Donc c'est quand même un gros geste fort de la part d'Asmodée à une association qui en a besoin, notamment après le confinement, où ils ont vraiment eu des difficultés financières. Donc là, ça va leur faire une petite bouffée d'oxygène et ça tombe au bon moment, quoi. La bonne blague des FFG d'il y a 2 ans se transforme en quand même quelque chose de ultra positif 2 ans plus tard. C'est sa moralité, faites des blagues. Bien sûr. Pour les viewers, Barkham, on va peut-être un petit peu préciser. Donc, c'est un scénario stand-alone où nous n'aurons pas des investigateurs, mais nos enquêteurs seront des canidés. Hein, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Et les méchants, bien évidemment, sont des félins. Ah, d'accord, que j'ignorais d'ailleurs. Ça reste dans le thème, voilà. les chats dans Arkham. Oui, c'est ça. Et donc je ne sais pas si je suis fan de cette satire. Bon, Lovecraft c'est un petit peu sérieux, on a un univers précis, on ne rigole pas avec le mythe de Cthulhu. Donc, mais bon, on va plonger avec plaisir dans cette transformation de l'univers de Lovecraft, je suppose, quand on l'aura. Hein, une initiative quand même assez intéressante. Donc ça c'est prévu pour le 15 septembre, grosso modo. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Très bien. D'autres questions, Shep, sur Barkham? Non, c'est très bien pour moi. Alors, ensuite vient, eh bien, écoute, on va aborder Innsmouth, donc la 6e campagne, si je me trompe pas, pour Arkham. Hein. Cauchemar à Innsmouth. On n'a pas encore terminé de jouer les dévoreurs de rêves, mais déjà, on va pouvoir replonger dans une nouvelle boîte de luxe qui, sauf erreur, sera là fin août.
Oui, alors après je m'avancerai pas trop sur la date, mais oui, oui, normalement, s'il n'y a pas de changement, mais il y a beaucoup de changements souvent, normalement, voilà, août, septembre, ça devrait être dispo, ouais, sachant que nous, on les a depuis longtemps localisés, quoi. D'accord, on espère que ça arrive. Donc, de quoi nous parle cette nouvelle campagne, si tu connais un petit peu le sujet? Alors, le pitch de base, c'est calqué quasiment sur la nouvelle d'Innsmouth, hein, donc pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de grosses surprises Il faut la majeures relire. sur le thème. Donc, de mémoire, je crois que c'est un descendant des habitants d'Innismouth qui veut revenir au Revenir, Berkay, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça. Hein, il s'aperçoit que les habitants ont été légèrement, Il les trouve modifiés. étranges. Il les trouve étranges Il les trouve et pas étranges. très accueillants. Ouais, c'est ça. Là, Faut pas tout déflorer. En tant que grand fan de Lovecraft, je ne peux qu'inciter tous les viewers à se replonger. Hein. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, eh bien, c'est peut-être le bon moment. C'est Cette court en plus. nouvelle-là est particulièrement accessible. Hein. Peut-être que certaines de Ouais. Lovecraft planent à 12 000 pieds d'altitude, mais celle-là est quand même assez terre à terre et Je trouve que c'est la assez. deuxième meilleure après l'appel de Cthulhu, hein. Clairement, Innsmouth, c'est Ouais, vraiment court, c'est rapide à lire, hein, c'est intéressant pour le coup. C'est vrai qu'il part pas trop dans des délires psychédéliques. oui. Et du coup, et puis c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, alors sans le côté fantastique, mais quelqu'un qui est parti à la ville pour travailler, qui revient sur ses origines dans le village dans lequel il est né, qui soit regardé de façon un peu dédaigneuse et tout ça, on pourrait l'imaginer en vrai en fait. D'ailleurs, je pense que les nouvelles de Lovecraft sont vraiment inspirées de faits qu'il a subis ou qu'il a vu passer. C'est pas que du fantastique dans Lovecraft, je trouve. Alors, je voudrais lire la biographie de Lovecraft, mais devant le pavé, pour l'instant, j'ai renoncé. Hein. Alors, j'espère qu'on aura un jour une campagne inspirée de moi, de ma nouvelle préférée à moi, c'est l'affaire Charles Dexter Ward, hein, qui est vraiment sublime. Bon, Mhm. mais bah, tu vois, il reste à faire. Hein, faudra le dire à Matt. Peut-être que tu auras l'occasion de lui serrer la main prochainement. Non, peut-être pas. Non, on n'a pas ce genre d'échange-là, nous, avec eux. En fait, on travaille. Eux développent les jeux dans leur coin, là, donc tout ce qui est maths et les équipes de développement. Nous, on a plutôt affaire à des équipes de localisation, c'est-à-dire enfin, de production plutôt. C'est des gens qui nous disent, bon, ben voilà, on a fabriqué ça, les fichiers sont là, vous pouvez le localiser, et quand vous êtes, la date butoir, c'est à telle date, et dès que vous êtes prêt, on lance les impressions en même temps, quoi. Donc c'est à peu près ça, les échanges qu'on a, nous, c'est plus avec les équipes de production, plus qu'avec les développeurs. Après, lors de la traduction, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré les fichiers et qu'on commence à traduire, là, par contre, effectivement, le traducteur a contact avec l'équipe de développement du jeu, et c'est là qu'il pose les questions. Voilà, j'ai trouvé ça. Soit il y a une erreur, soit j'ai pas compris. Est-ce que tu peux me préciser ce point de règle là et c'est comme ça qu'on débug pas mal de jeux pendant la localisation aussi. Euh, N'en déplaise à nos détracteurs de la VF, effectivement, il y a des erreurs de traduction sur la VF, mais pendant la traduction de la VF, souvent on trouve des erreurs de la VO qu'on fait corriger avant l'impression, quoi. Donc il y a cet échange-là qui se fait pendant la localisation. Donc des questions qui partent avec des réponses qui reviennent. Suite à ça, effectivement, la traduction est mise en place. Mais voilà, les échanges avec le développeur, enfin l'équipe de développement du jeu sont assez restreintes. Ça se porte uniquement pendant la localisation s'il y a des Bien sûr. incompréhensions par rapport au jeu, quoi. Bah, ils peuvent. Donc, C'est difficile pour eux de causer avec tout le monde. Bon, il y a la France, il y a ouais. les Espagnols, il y a les Allemands, L'Italie, l'Italie sur l'Italie. Arkham, ouais. Oui, il y en a Aussi, combien ouais. finalement de portages comme ça, de localisation, pardon? Il y en a combien, Alors, tu sais? dans ceux que nous on côtoie réellement, puisqu'on est sur des réseaux, on est sur des chats avec eux, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. En gros, c'est des intermédiaires qu'on a et qu'on côtoie régulièrement, notamment l'Italie pour tout ce qui est Keyforge, ils sont vraiment au taquet en Italie sur Keyforge. L'équipe qui localise là-bas sont vraiment exceptionnels, ils sont à fond. Ils sont à fond, clairement, il y a pas d'équivalent dans les autres pays. Mais après, tout ce qui est FFG, c'est vendu aussi dans des pays comme la Russie. FFG en Russie, c'est Word, je vais y arriver, je vais retrouver le nom. Enfin bref, c'est Obi-Word, pardon. Obi-Word, ça y est. Donc c'est localisé en Russie, c'est localisé en Chine. Ah oui, Euh, oui, en Chine.
Ouais, tout à fait. Ouais. Tous ces produits-là existent dans d'autres. Ça Dans se vend d'autres bien en pays. Chine? Alors, aucune idée. Pour le coup, Ok. j'ai vu les produits parce que j'ai vu les images en fait. Mais typiquement, en Russie, par exemple, je fais une petite aparté. En Russie, ils sont encore sur le vieux format qu'on avait chez FFG à l'époque, avec les boîtes en carton. Ah oui. Voilà. Voilà, et donc ils ont une liberté par rapport à ça que nous on n'a pas. Nous on nous a pas laissé le choix, hein. On est passé avec ces clamshells plastiques alors qu'on avait des collections qui étaient jusqu'à présent en carton. Mais voilà, non, on s'est localisé dans beaucoup de pays. Après, je vous dis, on n'a pas contact avec tous ces pays-là. Nous, on a principalement contact avec les Européens. Bien Euh, sûr. et FFG, si je dis pas de bêtises, en Pologne, c'est Portal Game qui localise FFG. Donc voilà, il y a des versions localisées un peu partout dans le monde, dans les langues qu'il faut, là où il y a des joueurs en fait, hein, parce que tous les pays n'ont pas forcément des grosses communautés de joueurs. Mais oui, tous ces jeux-là sont déclinés dans plusieurs langues et effectivement, donc tout est fait pour vous donner une idée un petit peu au niveau de la production. On reçoit les fichiers à peu près tous en même temps, on localise en même temps. Alors nous, c'est encore plus vrai puisque la mise en page se fait en Espagne, c'est-à-dire que la version française et la version espagnole, les deux sont mises en page en espagnol. Donc on traduit chacun de notre côté, mais une fois que c'est fait, on fait la mise en page en commun. Et après, une fois que c'est fait, on rend les fichiers donc aux dates que nous a imposé FFG. Donc on a un planning de traduction et de mise en page qui est assez court. On renvoie tout ça. Et après, donc FFG, dans les mêmes usines, ils impriment la VO. Et le jour d'après, ils impriment la VF, la version espagnole, la version italienne, enfin toutes les versions localisées à la suite, quoi. Donc il y a pas de délai supplémentaire. Il n'y a pas la VO qui est imprimée et 4 mois plus tard la VF. C'est Ah, ça, tout c'est est pas mal, ça. Tout ça en même temps, que ce soit en anglais ou en français, je trouve ça pas mal. Souvent on nous dit oui, vous mettez du temps à traduire et tout. Non, en fait, c'est déjà traduit depuis bien longtemps. C'est déjà imprimé depuis longtemps. Après, c'est souvent les transports et la logistique qui prend du temps et qui sont pas forcément aussi rapides que la VO, quoi. Voilà. On a eu le cas notamment sur Star Wars Légion et même sur Marvel Champion, où par exemple le Canada avait sorti les extensions en premier. Et en fait, voilà, les gens nous ont dit ah, mais alors les Canadiens, eux, ils ont leur jeu et pas nous, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les délais de transport sont pas forcément les mêmes, les gestions des transports sont pas les mêmes, mais la localisation française, canadienne et belgique, hein, c'est la même, enfin, c'est nous qui la faisons, quoi. Là, ça a été imprimé en même temps. Le Canada n'a pas été imprimé avant la France, quoi. Vu que le transport n'a pas été géré de la même façon, et c'est pour ça qu'il y avait des décalages. Très bien, bah, tout ça est très intéressant. À l'occasion, j'aimerais bien avoir les chiffres chinois, donc peut-être pas beaucoup de clients, mais à l'échelle du marché, même si on a 0,000 qui jouent, hein, ça peut aller vite, hein, comme dès qu'on peut avoir le marché chinois. Alors l'univers chinois est quand même un petit peu à part. Je ne sais pas si les gens apprécient l'univers de Lovecraft. C'est assez européen quand même, hein, comme européen, enfin anglo-saxon comme univers. Je, Alors pour à le coup, j'ai pas voir. trop d'avis parce que effectivement, soit ça peut carrément les bloquer et pas leur plaire, hein, mais je sais qu'ils ont aussi un amour incontestable pour l'Europe. Et je sais que pour eux, ça fait chic, par exemple, de connaître deux mots en français ou l'époque victorienne, c'est quelque chose qui les fait un peu fantasmer, tout ce qui est château, opulence de l'époque. Donc peut-être qu'au contraire, ça leur plaît vachement d'avoir ce genre de jeu, hein. Je peux pas dire hein, pour le coup. Les deux possibilités sont équivalentes. Et au niveau joueur, j'ai cru entendre que les Chinois étaient quand même friands, hein. Il y a une très grosse communauté Magic en Chine, hein, et avec évidemment les gros problèmes de contrefaçon, hein, que l'on connaît, hein. Bon, voilà, c'est un tout autre Bah, ça vient débat, de chez eux, les mais contrefaçons. effectivement. Après Innsmouth, eh bien, nous avons, pareil à la fin août, si j'ai bien suivi, donc les 5 starter decks, c'est-à-dire 5 nouveaux investigateurs avec un deck complet. Il y a juste à déballer, tu m'arrêtes si je me trompe Sébastien, il y a juste à déballer, installer C'est son ça. scénario C'est et à jouable jouer. directement. Hein. Ouais. Alors, on a fait un petit peu un pré-test avec Mickaël sur la chaîne. Bon, on a constaté quand même que ce sont des investigateurs assez spécialisés, peut-être pas, qui sont, à mon avis, pas faits pour jouer en solo. Je pense pas. Je pense que c'est effectivement plutôt pour jouer directement. Je pense que c'est typiquement, on a un pote qui a le jeu, on veut jouer avec lui, hop, on s'achète un deck investigateur sur celui qui nous plaît. Et on joue avec lui. Mais effectivement, je pense que pour du solo, le solo, c'est quand même des decks qui sont assez différents de quand on joue à 2 ou à 4.
Donc je pense pas que ce soit super indiqué pour jouer en solo. Mais par contre, effectivement, ça permet de compléter et de se mettre au jeu sans réinvestir dans une boîte de base et tout le matériel, quoi. J'espère vraiment que ça va marcher et que peut-être certains joueurs qui ne voulaient pas franchir le pas, eh bien grâce à ces starter decks vont acheter la boîte de base. Je me souviens de ma première expérience que j'ai déjà raconté en ligne, mais ma première expérience sur le jeu, c'est vrai que c'était pas facile hein, en lisant la notice de faire son deck. Moi, j'étais pas certain de respecter les instructions de constitution de deck. C'était pas facile, hein. Comme je l'ai dit souvent, Alors, en fait, j'ai laissé le jeu 6 mois sur une étagère avant d'arriver avec un ami. Il a fallu que je me plonge dedans, quand même. Donc je pense que ces starter decks vont être très utiles. Voilà, on achète la boîte, on sait que c'est bon, on peut démarrer à jouer. Je pense que c'est pas mal. en fait, il y a trois cas de figure sur les jeux de cartes que moi je vois depuis un petit moment maintenant et qui sont encore plus visibles sur Marvel. Il y a le joueur qui va prendre du temps, qui va faire son deck building, qui va bien suivre les règles et tout ça. Il y a la personne effectivement qui va pas réussir à rentrer dedans et qui jouera que si on lui prémâche les règles, c'est-à-dire qu'il joue avec quelqu'un qui sait déjà jouer, qui est le guide. Moi, c'est un peu mon cas. Moi, j'avoue que je suis pas très. Si je lis les règles, j'ai du mal à comprendre, alors qu'en jouant, je trouve que c'est plus facile. Et après, il y a un troisième cas de figure, c'est les gens qui ne suivent pas les règles. Alors, de façon volontaire ou pas. Et je le vois sur Marvel, typiquement, les gens qui sont triomphants assez rapidement sur les parties, qui disent ouais, moi c'était facile, j'ai roulé dessus. Généralement, ils jouent pas comme il faut. Généralement, si tout le monde galère à battre un ennemi qui est dur, et qu'il y en a un qui dit ah, c'était super facile, je me suis régalé, généralement, voilà, c'est qu'il a pas suivi les règles du jeu et que par défaut, il a nerfé en fait l'ennemi qu'il avait en face juste parce qu'il a pas suivi les règles. Donc voilà, sur ce genre de jeu, il y a trois types de joueurs distincts et effectivement, moi je suis plutôt dans la partie des joueurs qui ont du mal en lisant les règles, qui ont du mal à se projeter dans le jeu, quoi. Donc, il faut que je vois le jeu tourner avant de pouvoir comprendre réellement comment ça marche, quoi. Alors, Shep et moi, ça nous fait un point commun. Nous sommes très très à cheval sur les règles. Hein. Pas Ah vrai, oui, Shep? oui, absolument. Hein, Alors, ce qui m'amène à une petite remarque que je voulais faire au cours de cette vidéo. Donc, on est très à cheval sur les règles. Malgré tout, on fait un certain nombre d'erreurs d'inattention parce qu'il y a énormément d'effets de jeu sur Arkham. Et Ouais. ma proposition à moi, Largo, pour l'avenir du jeu, ça serait que les concepteurs arrivent à nous faire une petite charte graphique de logo ou de couleurs sur les différents effets de jeu, de façon à ce que de loin, on puisse savoir à quel moment cet effet de jeu s'applique. C'est-à-dire, est-ce que c'est à la phase de mythe, est-ce que c'est à la phase des investigateurs, tout ce qu'à la phase des investigateurs c'est en vert, tout ce qu'à la fin de la phase des investigateurs on rajoute un petit carré vert. Bon, enfin une charte graphique qui permet de voir les choses un peu de loin, parce qu'en fait tous les effets de jeu, faut en permanence les lire ou s'en souvenir, et il n'y a pas de rappel graphique. Ouais. Alors que sur beaucoup de choses maintenant, le rappel graphique, notamment sur toute l'iconographie, sur tous les jeux qui sortent, Terra Mystica et plein d'autres, chaque jeu développe une iconographie pour que chaque effet de jeu, on n'ait pas besoin de se rapporter à la règle en fait, et tout court, quasiment pas besoin de le lire. Donc ça serait une bonne évolution, peut-être importante, enfin c'est mon point de vue, c'est ma petite pierre à moi, pour ne pas oublier de choses, puisque tout le monde oublie des choses à Arkham. C'est que donc, il y a un petit quelque chose à faire. Oui, moi pour mon expérience personnelle, voilà, sur les vidéos de partie, je sais pas s'il y a une partie sur la chaîne où il n'y a pas de misplay, donc ou d'oubli. En fait, moi je suis partagé très très fort entre l'immersion et le suivi scrupuleux de la mécanique et des règles. Donc quand je me sens emporté dans le jeu, j'ai tendance à être moins concentré et moins attentif sur tous les effets de jeu. Quelque part, c'est bien, ça veut dire que le jeu m'immerge, que je suis pris dans le jeu, mais je perds en concentration. Et c'est vrai que ton idée, Largo, elle est intéressante, effectivement. Des petits symboles. Alors parfois c'est écrit, hein, pendant la phase d'investigation, enfin pendant les. Pourquoi n'est-elle pas écrit dans une couleur particulière? Oui, ça pourrait être une phase possibilité. d'investigation, Maintenant, hein. il faut voir si graphiquement ça passe, etc. Ouais. Bon, c'est pas simple. Mais oui, c'est vrai que c'est une idée intéressante qui pourrait peut-être aider les joueurs à éviter les misplays. Mais je crois que, comme le disent parfois certains joueurs,
dans ce type de jeu de cartes, les misplays font partie du jeu et il faut les accepter, même si Voilà, c'est si on en frustrant. fait 2 ou 3, ça paraît raisonnable quasiment par partie, on va dire. Et pour Ouais, voir puis ce après, qu'il plaît, il faut filmer la partie, hein. Sinon on pense qu'on n'en a pas fait, mais en fait on en a fait. Hein. C'est ça. c'est ce que j'allais dire. Jouer en étant filmé, c'est aussi pas évident. Commenter ce qu'on fait, de fait, on peut passer à côté de certains points de règle parce qu'on explique une autre à côté, quoi. Donc, c'est un exercice qui est pas facile, jouer devant une caméra, expliquer les choses. Donc on peut pardonner des misplays de temps en temps. Ça arrive Bien à tout le sûr. monde. Ce qu'il faudrait faire, c'est filmer une partie, mais sans savoir qu'on est filmé. Donc on joue de façon normale, sans rien expliquer du tout, et on voit si on fait autant ou enfin d'oubli. On fait plus d'erreurs sur les règles maintenant, Shep et moi. Bon, un peu plus Ryzen, Arkham et Jérôme. Non, non, je plaisante. Bonjour à Ils sont pas là, donc bonjour. c'est bon. Voilà. Bonjour à eux. Non, non, on est tous sur le même plan d'égalité, mais ça serait peut-être intéressant de savoir si, avec une partie filmée sans avoir conscience d'être filmé, sans rien expliquer, on fait pareil. On fait que des erreurs d'inattention, on ne fait plus d'erreurs de règles, mais ça met longtemps à former un bon investigateur. Hein, je le dis souvent Mais, sur les vidéos. les règles sont touffues, hein, il faut reconnaître. Arkham reste un gros jeu, Ouais. hein, un très très C'est gros un jeu jeu. difficile, ouais. Et il y a des règles. Moi, il y a une règle que j'ai mal jouée pendant des années. Je m'en suis rendu compte il y a quelques mois. Laquelle? Mais Dis-nous, le, dis-nous le laquelle. fait que l'on peut, en tant que joueur, aller déclencher des actions de cartes qui sont dans la zone de menace. Non, c'est pas la zone de menace, c'est la zone. Enfin, la zone de jeu de l'autre joueur. Où il y a par exemple, je pense à Narcolepsie. C'est la sortie de Narcolepsie qui m'a fait prendre conscience que, ah mais oui, les autres joueurs peuvent venir, hein, paralysés par la peur, je crois que c'est cette carte-là, un autre joueur peut venir faire l'action Oui. pour défausser la Absolument. carte. J'ai fait l'erreur moi aussi un certain temps et il faut jouer en multi déjà pour s'apercevoir Ouais, c'est ça. aussi de cette erreur. Hein. Et alors c'est ça qui nous plaît aussi à Arkham, c'est vaste au niveau de la stratégie, au niveau des règles. On a toujours à apprendre, à se former pour prendre les meilleures décisions au bon moment avec notre investigateur. Moi, c'est ça qui me plaît aussi, c'est vaste. Et par rapport au trône de fer, certes, les règles sont difficiles, mais tout y est. Tout y est. Il suffit de savoir lire. Entre les 2 livrets de la boîte de base, il n'y a quasiment pas d'oubli sur les mots-clés. On peut tout trouver. Hein, tu es d'accord avec moi, Shep? Hein? Oui, le guide de référence est bien fait. Si ce n'est, comme je le dis toujours dans mes vidéos, j'ai déjà dit 2-3 fois un index qui pourrait être meilleur. Mais bon, soit. Mais sinon, au niveau du contenu, ce guide de référence, c'est une super idée. C'est génial pour retrouver les infos. Et c'est vrai que quand on se pose une question, si on prend le temps de bien lire les différentes entrées concernées, on trouve réponse à la question. Ouais, c'est une force des jeux FFG. Il y a quand même tout qui est pensé comme il faut. Donc effectivement, le petit manuel pour apprendre à jouer reste succinct, mais ça permet vraiment de se lancer dans le jeu. Et effectivement, le guide de référence, lui, apporte les questions avec une précision chirurgicale. Et c'est ce qui est bien aussi. C'est vrai qu'on reste pas bloqué sur une question sur laquelle on ne sait pas trop comment faire. En général, il couvre à peu près toutes les questions dans le guide de référence, quoi. On ne tarit jamais assez d'éloges sur Arkham, hein, pas vrai, Sébastien? Bah, il faut, c'est un bon jeu. Pour le coup, il est ultra immersif, donc moi je comprends l'attachement qu'ont les joueurs sur le jeu. Le fait de faire des campagnes, c'est un peu comme le jeu de rôle. Le fait de faire une campagne, ben, on a des souvenirs. Il y a une histoire qui est. On a passé un bon moment, donc il y a une histoire qui reste. Et forcément, derrière, après, quand on en parle, on est un peu plus dithyrambique que si on a fait une partie de 15 minutes où on n'apprend rien et où il se passe rien, quoi. Il y a eu des coups de théâtre, on a pensé, je pense à ma partie d'hier soir, hein, Caroline Fern a eu une excellente idée, pas vrai Michael, hein, pour nous sauver à la fin du train l'express du comté d'Essex, et ça fait des souvenirs, ça fait des petites choses à raconter. C'est un vrai jeu de stratégie, c'est ça qui est très très fort. Je voulais Shep, as-tu des questions sur les 3 produits Arkham qui vont sortir prochainement, à qui on souhaite un grand succès? Non, je crois que tout a été dit, tout est clair et j'ai hâte de découvrir ces nouveaux contenus, en particulier Et ces moi nouveaux donc. investigateurs. Ah, voilà. Et la boîte renouveau, parce que j'adore les renouveaux. Ça, c'est génial le renouveau.
La boîte de rangement, elle est super. Les intercalaires, c'est génial. Alors, certains trouvent ça trop cher, mais moi, je trouve que ça vaut son prix. Hein, c'est un matériel de qualité qui permet de bien ranger les campagnes. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale. Absolument génial. C'est une idée qui vient des joueurs, hein, à la base. Hein. C'était une demande des joueurs d'avoir des boîtes de rangement. Et c'était pas prévu dans les plans des FFG à la base. Et suite à la demande des joueurs de boîtes de rangement, ils se sont dit on va pas vendre des boîtes, c'est complètement... on va faire autre chose, on va rajouter du contenu. Et du coup, ils ont rajouté les cartes renouveau. Et clairement, on est passé de juste une boîte de rangement qui avait été demandée par les joueurs à vraiment une extension qui rapporte, qui permet de revisiter les scénarios, quoi. Ouais, c'est génial. En plus, la rejouabilité des scénarios est vraiment augmentée considérablement avec ces renouveaux. Clairement. C'est vraiment très très chouette. Et tant qu'on parle de Puis la boîte est jolie. renouveau, Stéphane, est-ce que tu me permets un petit aparté Oui. au niveau boîte de rangement? Donc, c'est une question que Ryzen se posait. Est-ce qu'on aura droit à Marvel aussi à ce type de produit? Parce que la boîte de base, elle est très bien. Il y a un thermoformage. Alors tu parles de Sébastien alors, et non à Stéphane, c'est bien ça. Oui, mais je te demandais l'autorisation d'un petit aparté pour. Ah oui, sur Marvel, bah, sur bien Marvel, sûr. On allait y venir. Donc, Avant que vous vouliez faire une vidéo à part, Sébastien, auquel je participerai ou non, peu importe, mais c'est comme vous voulez en fait. Hein. De toute façon, la quasi-totalité des joueurs Arkham, sauf Largo peut-être, jouent également à Marvel, et donc on peut l'aborder ici ou faire une autre vidéo. Non, on va faire une seule grande vidéo, je pense. Hein. Marvel n'est pas, j'ai pas beaucoup de questions sur Marvel, mais une des questions c'était justement pour cette histoire de rangement. Donc dans la boîte de base, pour la première fois, on a une belle boîte de base avec un thermoformage, on peut ranger les cartes, et moi j'ai trouvé ça super. Mais il semblerait, de ce que j'ai vu des futures boîtes de luxe, qu'elles n'auraient pas cette optique de rangement. Est-ce que tu sais, tu l'as vu toi la maquette de la nouvelle boîte, Seb, ou bien effectivement il n'y aura pas de rangement, mais peut-être qu'on pourrait espérer des boîtes de rangement alors? Alors, de souvenirs, parce que du coup, avec le confinement, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné au bureau. De souvenirs dans Red Skull, il me semble qu'il y a du rangement. Hein. Ah oui, il y a du rangement, ok. Ouais, il me semble. Ok, donc ce serait un peu alors une boîte de type comme les enfants de l'Empire dans L5R alors. Oui, c'est même plus gros que ça. Hein. C'est l'équivalent de la boîte de base en termes de taille. Alors, c'est pas le même format. Le format de la boîte de base est plutôt allongé. Là, c'est un peu plus petit. Mais oui, non, il me semble qu'il y a des emplacements pour des intercalaires. Hein. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est pareil. Mais moi, ça me paraît logique. Et quand je voyais la boîte de base, je me suis dit, ce serait bien que pour chaque Deluxe, ils prévoient effectivement les emplacements pour ranger on va pas parler de cycle, hein, mais la série de héros et de cartes méchants en cours. Donc après, c'est plus compliqué sur Marvel de faire des rangements, puisque théoriquement, on n'est pas obligé de tout acheter. Et, moi, j'encourage les gens d'ailleurs à pas tout acheter et qu'ils achètent c'est vrai. Et qu'ils jouent avec. Mais Arkham, on n'a pas le problème. Le cycle, il faut bien le ranger. On n'achète pas que 2 paquets sur les 6. Donc, c'est plus simple de calculer du rangement sur Arkham, puisque c'est quelque chose qui est linéaire. Sur Marvel, c'est un peu plus délicat pour FFG de prévoir du rangement. Je sais pas trop comment ils l'abordent eux au niveau du développement, mais c'est vrai que si on analyse bien, Arkham c'est facile quoi. Il y a une Deluxe, il y a 6 paquets qui suivent, donc on sait qu'il y a 6 fois 60 cartes à ranger. Le rangement il est cohérent quoi. Oui. Sur Marvel c'est un peu plus compliqué puisque théoriquement on n'est pas obligé de tout acheter et du coup on n'a pas forcément le même nombre de cartes à la fin de un an de Marvel, par exemple, on n'a pas le même nombre de cartes, que ce soit le joueur A ou le joueur B. Donc je sais pas comment ils calculent le rangement. Est-ce que ça répond à ta question, chef? Oui, c'est ça. Et alors, rendons à César ce qui appartient à César. C'est pas Ryzen qui se posait cette question-là, mais c'était Sneakit au niveau de Marvel. Ryzen, il m'a posé d'autres questions. Donc on a encore 1 heure de vidéo, c'est ça. Eh ben, je continue sur ta lancée, hein, sur Marvel. Moi, j'ai fait quelques parties de Marvel. C'est un jeu très très intéressant. Il n'y a pas la même immersion, c'est pas le but non plus. Mais au niveau des mécaniques, c'est vrai, on se prend bien au jeu. On a l'impression un petit peu d'être un super héros. C'est très très sympa. Moi, après, il n'y a pas de campagne, mais je pense que vous y venez d'ailleurs sur les campagnes. Pareil sur Marvel. Vous vous rendez compte que c'est une demande des joueurs, hein, à savoir que cet univers récurrent
est une demande des joueurs. Sur Arkham, on a un paquet qui sort tous les mois. Bon, pareil sur vos autres jeux de cartes. Ça rassure cet univers récurrent. En plus, il y a tellement de jeux de société qui sortent en permanence, c'est un petit peu usant et fatigant. Et avoir ces univers que l'on retrouve chaque mois, je pense que ça participe au succès de ces jeux de cartes. Pour le coup, pour Marvel, c'était prévu. Hein. En gros, dès le départ, on avait tout jusqu'à Red Skull. Tout était fait. Quoi. Ça n'a pas été développé à mesure. Quoi. Ils sont super forts. Moi, je dis bravo. En fait, oui, pardon. Ouais, en fait, j'allais dire, ils ont des contraintes en fait qui leur sont imposées par Marvel. Donc, ils savent plus ou moins où ils vont dès le début. Donc, effectivement, c'est plus simple de jalonner les extensions et de prévoir tout à l'avance, puisqu'ils ont des contraintes dès le départ qu'ils n'ont pas sur un jeu comme Arkham qui leur appartient complètement, quoi. Donc c'est pour ça que ça va peut-être un peu plus loin rapidement sur un jeu comme Marvel, parce que voilà, ils ont des contraintes, ils savent qu'ils connaissent le point d'arrivée dès le début en fait. Oui. Voilà. Oui, donc en fait la question que je voulais poser sur Marvel, c'est tout simplement, voilà, Marvel a presque 1 an maintenant, ça fait 1 an jour pour jour quasiment que le jeu a été annoncé. Et donc, quel est le bilan de cette première année de Marvel Champions? Moi, attends, je t'interromps Sébastien. Asmodée commande 10 paquets par 10 paquets, donc vous êtes tout le temps en rupture, c'est ça? Non, on a dit qu'on n'abordait pas ce sujet-là. Ah, pardon. Disons qu'on peut l'aborder, mais je peux pas vous dire grand-chose. José s'est déjà exprimé chez Mathieu sur le Meeple Talk 4, hein, donc c'était mi-juin, où il a expliqué que justement, quand on l'a sollicité pour commander toutes les extensions jusqu'à Red Skull, ils ont sous-estimé la demande. Donc du coup, toutes les extensions arrivent avec la quantité qui est sous-estimée. Donc à chaque sortie, on a le même débat, il n'y en a pas assez. Mais c'est logique puisque la commande a été faite une fois. Donc tous les 10 premiers paquets là, ont été commandés avec la même quantité. Donc à chaque sortie, c'est en rupture. Là aujourd'hui, Hulk est sorti et il est déjà en rupture. Mais cette sous-estimation, elle est due à quoi? C'est une question que je me pose, moi. Est-ce que le jeu a eu plus de succès et donc, je sous-entends par là, par rapport à d'autres jeux précédents, a eu un meilleur démarrage, et donc dans ce cas-là, cette sous-estimation n'était pas prévisible, et donc dans ce cas-là, on ne peut pas en vouloir à la personne qui a fait les estimations, ou bien au contraire, cette sous-estimation était une sous-estimation entre guillemets stratégique, où en se disant on limite les risques au maximum et on va réduire par rapport aux autres jeux parce qu'on n'est pas sûr que ça va marcher. Tu sais, toi, si c'est l'un ou l'autre qui a conduit... Alors en fait, je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de réduire les quantités de stock et de prendre moins de risques. Et la deuxième problématique, c'était de définir si le jeu allait marcher ou pas. Alors après, c'est facile pour nous de juger quand on voit le résultat. On dit, ah ben oui, il a manqué, donc vous n'avez pas commandé assez. Mais je pense qu'au moment où la sollicitation a été faite, c'était pas forcément évident pour Asmodée France d'estimer les quantités. Après, on peut partir sur des pistes sur le fait que, nous, c'est l'analyse qu'on a fait lors de la sollicitation. On a dit, voilà, le jeu qui marche le plus à l'heure actuelle, c'est Arkham. Et Arkham, il se joue en solo. C'est un jeu qui n'est pas compétitif. Marvel, c'est la même chose. On a dit ce qui se vend le mieux au cinéma en termes de billetterie, c'est Marvel à l'heure actuelle. Les films Marvel, ils cartonnent. Donc l'un plus l'autre, on se doutait que ça allait marcher. Donc nous, quand on a vu les quantités qui avaient été commandées, on a dit il faudrait en prendre beaucoup plus, quoi. Mais ça n'a pas été fait. Mais je peux pas en vouloir à Asmodée France. C'est toujours un pari risqué. Commander des quantités, si c'est après pour les mettre à la benne, c'est vrai que c'est pas forcément plus malin. Donc voilà, les jeux, c'est toujours comme ça. L'édition, c'est du risque. Vous pariez sur une quantité et puis effectivement, soit ça se vend et dans ce cas-là, on lance des réimpressions dans la foulée. Soit ça se vend pas, dans ce cas-là, il faut faire des promotions et casser les prix, donc casser les marges. C'est pas évident. Alors, ce que je disais, là, avec le recul, c'est évident que les quantités n'étaient pas bonnes, mais on est dans une position qui est facile pour juger, alors que la position de la commande était beaucoup moins facile, quoi. Oui, il me semble que Asmodée était resté justement sur 2-3 expériences plutôt négatives, non? Un X-Wing V2 qui n'a pas du tout marché comme espéré. Et je me demande s'il n'y a pas aussi un des deux, Armada ou Légion, je ne sais pas lequel des deux, qui a aussi très mal démarré. Est-ce que ça a pu influencer le choix d'Asmodée de limiter les quantités? Oui, enfin, c'est pas forcément les stocks d'Armada ou de X-Wing qui ont posé problème, même si effectivement, X-Wing, je pense que le problème vient de FFG. Clairement, je pense que le problème n'est pas franco-français du tout. Ils auraient pu commencer directement par les vaisseaux Clone Wars, ce qui aurait permis à Asmodée France, avec les kits d'extension,
les kits de conversion, pardon, de convertir les vieux vaisseaux X-Wing V1 en V2. Donc les gens auraient pu acheter et les nouveautés Clone Wars et se transformer donc les vieux vaisseaux V1 en V2. Ça aurait posé aucun problème. Le problème, c'est qu'FFG a proposé les mêmes vaisseaux. Donc ça arrivait en frontal, il y avait le vaisseau, on pouvait acheter le Slave One en V2 et le Slave One en V1. Du coup, Asmodée a fait l'impasse sur la V2. Ils ont fait des fortes promotions et ça a été très courageux de leur part. Ils ont proposé toutes les extensions de la V1 énormément moins chères et ils ont cassé les prix. Ils ont quasiment gagné aucun argent sur les kits de conversion. Donc ils ont fait en sorte que les joueurs puissent basculer leur V1 en V2 pour le prix le plus bas possible. Et ça, c'est tout à leur honneur. Mais par contre, effectivement, voilà, le fait qu'FFG propose les mêmes vaisseaux dès le début, ça a rentré en conflit avec les stocks existants. Et il n'y a pas qu'en France où il y avait des stocks existants. Donc ça a été laborieux pour eux. D'écouler ces stocks-là sans poser problème, quoi. Après, voilà, le vaisseau est existant en V1 et en V2. Les joueurs préféraient les avoir en V2. Mais c'était tout à fait faisable d'acheter un kit de conversion et de prendre le vaisseau V1 et de jouer en V2 avec, quoi. Voilà, donc il y a un peu des deux. Il y a le côté stock qui a posé problème. Puis après, FFG pour X-Wing en tout cas, FFG a pas forcément attaqué sous le meilleur angle la V2, quoi. Et ça, c'est un frein à l'heure actuelle parce qu'il y a beaucoup de références en V2 qui ne sont pas disponibles parce qu'elles n'avaient pas été commandées et qui ne sont plus disponibles en V1. C'est-à-dire que là, le vaisseau, par exemple, au tout début de la V2, on l'avait en V1, on l'avait pas en V2, et là, on l'a toujours pas en V2, mais on l'a plus en V1. Donc là, c'est un frein pour le jeu. Les joueurs sont mécontents par rapport à ça, parce que effectivement, ces extensions-là sont pas disponibles. Donc, on verra à terme si Asmodée France les recommande. Ça permettrait de remettre une forte avancée sur la communauté au niveau du jeu, quoi. Après, Légion, c'est différent, et Armada, c'est encore différent. Ouais, merci. Très bien, très bien. Eh bien, tout ça a été fort intéressant. On est déjà à plus d'une heure d'interview. Pas trop fatigué, Seb, ça va? Tu tiens le coup? Oui, pas de souci. Bon, tu as peut-être l'habitude de répondre à des fans énervés qui râlent sur les quantités sorties. Mais bon, ici, tu as un terrain ami. Hein, on est, Shep et moi, on est des fans absolus d'Arkham. On ne peut faire que des compliments. Alors, Shep a posé sa question qu'il attendait depuis une heure tout à l'heure. Je vais à mon tour poser la mienne. J'attends pour poser cette question depuis 1h15. Sébastien, quand est-ce que va sortir la prochaine version des tabous, s'il te plaît? Ah oui. Est-ce que tu peux nous dire une date ou pas? La prochaine version de quoi, pardon? Des tabous. Des tabous. Ah, alors les tabous, peut-être que je t'apprends quelque chose. Des tabous, ce sont des cartes qui ne sont pas erratées, mais FFG a décidé de proposer une rectification de ces cartes qui sont considérées comme trop puissantes et de les modifier de façon facultative pour les joueurs. Donc on appelle ça le fichier des tabous. Et ça te parle, hein. Et donc c'est sur le site de FFG, c'est dans la fac. On a une version des tabous, donc il y en a eu 2 jusqu'à présent. Et pour le fan, c'est quelque chose de très important. Ça te parle? En gros, c'est des cartes qui sont corrigées en format PDF qui sont sur FFG, c'est ça? Oui, c'est ça. D'ailleurs, super d'avoir mis ces cartes à disposition en PDF. Ah oui. Et là, on vient de les faire imprimer, ouais, effectivement, à nos frais. C'est très très sympathique de votre part. De les avoir fait imprimer. Alors, il y a une ou deux cartes, j'avais dit, Sébastien, que j'apprendrais pas du tout de problème technique, mais bon, moi je songe à une carte protection rapprochée qui me paraît complètement sur ce fait. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Shep. Oui, et je me dis que cette carte va se retrouver dans les prochains tabous, et habituellement, je crois que c'est Nello qui m'avait dit que les tabous sortaient en avril. Donc là, cette année, il y a eu le confinement, donc peut-être qu'il y a un petit peu de retard, ou que c'est quelque chose qui n'était pas essentiel. Non, ça te parle pas? Alors pour le coup, Nello est beaucoup plus calé que moi sur tout ça, notamment sur les PDF, puisque c'est elle qui les met en ligne.
Eh bien, Donc, on va pas te cuisiner plus là-dessus. Alors, j'enverrai un petit email à Hello. C'est vrai qu'elle m'avait sympathique. C'est une dame, hein, c'est bien ça. Hein. tout à fait, ouais. Oui. Elle m'avait fort sympathiquement répondu sur ce point. Et peut-être que ça fait quelques mois et peut-être que je la relancerai parce que c'est bien de rester régulier. Il y a pas 12 000 cartes, hein, il y en a peut-être 2 ou 3 sur la masse de cartes qui est sortie à Arkham. 31. Les- 31 déjà sur les tabous, tant que ça? Ah 31 oui. tabous. Ouais. Eh ben, je trouve que c'est pas énorme. Et sur la masse de cartes, la qualité d'équilibrage de l'ensemble du jeu est tout à fait exceptionnelle. Hein. Je pose une question sur les tabous, mais c'est très fort d'arriver à seulement 31 cartes qui sont proposées avec une petite rectification pour pas pour les stuffés, mais l'inverse, c'est pour je me souviens plus Les du terme. nerfés. Nerfés. Les nerfés. Les nerfés, voilà. Et quand je dis 31, je me trompe. Hein, il faut diviser par 2 parce que je compte les exemplaires en x2 évidemment. Ah bah, ça fait que 15. Oui, Tu ça vois, fait que c'est pas 15. trop. Oui, oui. Samedi 31, ça me paraissait beaucoup. Donc seulement 15 cartes rectifiées, mais c'est incroyable. C'est une qualité de travail et d'équilibrage qui, de mon point de vue, excellente. Je crois qu'on avait Mandy aussi qui était un petit peu, par rapport à ta dernière partie avec Ryzen, on a trouvé qu'elle était un petit peu forte, il me semble, hein, avec certains decks. Mais bon, c'est le fan qui parle. Hein. Ouais, puis c'est l'optimisation aussi, parce que c'est vrai que ces cartes fortes, si elles sont pas optimisées, ça peut passer complètement à côté, quoi. Donc, non, c'est leur force, hein. Clairement, FFG, ils font des jeux experts depuis toujours. Ils ont des équipes ils ont des équipes qui sont ultra performantes. Et là, on le voit, hein, sur un jeu comme ça, on peut compter 60 cartes par extension. On est déjà à plusieurs cycles. C'est impressionnant, quoi. Donc, 15 cartes qui sont jugées trop fortes, elles sont même pas buggées, c'est qu'elles sont jugées trop fortes, quoi. Ça Absolument. va. Ça Voilà, reste. ben, moi personnellement, je n'applique pas les tabous. Hein. Je fais partie de ceux, et ça c'est notre grand point de dissension, hein, Stéphane, c'est que moi les tabous, je ne les applique pas personnellement. Si je juge qu'une carte est trop forte, ben, je ne la mets pas dans mes decks, ou je m'efforce de ne pas jouer cette mécanique. Oui, je la joue une fois, je me rends compte que c'est fumé, et puis bon, ça va, je passe à autre chose. Je pense que je n'ai pas besoin de tabou pour ça, mais c'est bien, c'est très bien que cette liste tabou soit là, et je trouve très C'est un bien gage de qu'elle ne soit pas obligatoire. Donc c'est pas comme au Seigneur des Anneaux où on nous a nerfé des cartes et on nous a dit ouais maintenant les règles c'est ça et vous devez jouer comme ça. Alors ça reste un jeu coop, on fait ce qu'on veut, on est bien d'accord. Mais au Seigneur des Anneaux on nous passait ça comme étant quelque chose de forcé, alors qu'à Arkham pas du tout. C'est pas du tout forcé. Les seules choses forcées sont les vraies corrections de coquilles, mais le reste c'est les tabous, c'est pas du tout obligatoire et ça c'est bien. C'est un gage de suivi important et donc bravo. Je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions qu'on voulait te poser, Sébastien. N'est-ce pas, Shep, peut-être Ouais, j'ai peut-être une toute Oui. dernière petite question au sujet de Marvel Champions. C'est une question que Ryzen m'a posée, la fameuse question que Ryzen m'a posée. Donc si je ne la pose pas, ben, il va bouder. Il va aller. Donc, Mais représailles. je pose la question de Ryzen, même si j'ai un petit doute de la réponse. Mais Ryzen se pose la question, est-ce que, et ça touche à la licence Marvel, est-ce que dans Marvel, on pourrait avoir un espoir un jour de voir l'univers Marvel s'étendre à d'autres univers de super-héros? Et il m'a cité en exemple Batman, qui à ma connaissance n'est pas Marvel, mais moi je suis très mauvais en Non, c'est comics. d'ici, ouais. Et donc, est-ce que il est envisageable un jour de voir cet univers de super-héros s'étendre? Ou bien pas du tout, c'est la licence Marvel au sensu stricto et il n'y a pas de possibilité de crossover avec d'autres univers. Alors, deux choses l'une. Sur le groupe Facebook, il y a déjà des gars qui proposent des versions Batman, des Oui, du versions fan-made, ouais. voilà, fan-made. Donc, il peut déjà jouer avec Batman s'il a envie. Ouais. Mais effectivement, non, Marvel proposera pas un univers d'ici chez eux. Clairement, c'est la concurrence. Hein. Mais par contre, effectivement, dans Marvel, il y a plus que juste des Iron Man et des Night Witches. Donc peut-être effectivement que le jeu ira chercher des renforts ailleurs. Ah oui. Et donc C'est du tout à coup, fait envisageable. tu as utilisé le mot fan-made et c'était la toute dernière question que j'avais sur ma liste au cas où. Quelle est votre position
par rapport aux fan-made en général. Parce qu'il y a des fan-made sur le Seigneur des Anneaux, il y a du fan-made sur Arkham, hein, Stéphane, on Bien connaît sûr. très très bien ce fan-made sur Arkham, très très gros boulot réalisé pour les fans pour créer des cycles fan-made. On voit du fan-made se développer sur Marvel. Donc vous, comment est-ce que vous voyez ça, le fan-made chez FFG, même si vous êtes que la localisation, mais voilà, c'est quoi votre avis là-dessus? Alors, c'est assez complexe en fait. Par exemple, on fait que la localisation, mais jusqu'à présent, on était éditeur avec Edge notamment. Il y a des choses, par exemple, comme les Kickstarter, qui sortent en général à peu près 6 mois avant la version retail boutique, où on avait des problèmes avec des gens qui traduisaient les règles et qui les mettaient gratuitement sur Internet, ce qui permettait aux gens d'acheter la version originale et de jouer quand même avec la version française. Ça, pour nous, c'est problématique parce que clairement, ça impacte les ventes. Du coup, on a une VF qui se vend moins bien. Donc on paye une licence, on paye des jeux, on les met en vente. En fait, les gens jouent avec notre version à nous. Souvent, c'est ça, hein, c'est photocopié. Dans la semaine, il y a un gars qui achète le jeu, qui photocopie ça, qui met ça sur BGG. Et du coup, tous les gens qui ont acheté le Kickstarter en VO en anglais peuvent y jouer en français. Donc, d'un côté, on est bloqué parce que, par exemple, sur Cool Mini, on n'arrive pas à rejoindre directement le Kickstarter pour qu'ils proposent eux directement sur le Kickstarter la version française, comme c'est le cas pour Tentel Grail qui va sortir prochainement en version retail. Donc de ce côté-là, on est bloqué, mais de l'autre côté, on peut pas non plus refaire notre marché par rapport à la version française, puisqu'il y a beaucoup de gens qui jouent en français grâce à notre traduction à nous, mais avec le jeu en VO. Donc ce côté-là est problématique. Mais par exemple, un jeu comme Zombicide, clairement, le fanmade, ça a poussé les ventes. C'est sûr que on a proposé des scénarios dans les jeux, on a proposé des scénarios après séparément, mais tous les gens qui ont créé des scénarios, qui ont fait du fan-made, même les scénarios qu'on propose nous gratuitement, c'est des plus pour le jeu. Le fan-made, c'est toujours du plus pour le jeu parce que ça fait jouer le jeu. Euh, j'ai un très très bon exemple sur le jeu vidéo qui marche à peu près de la même façon. Un jeu comme Farming Simulator, qui est un jeu de tracteur et de champs, a cartonné à partir du moment où les gens ont commencé à le modder pour faire des courses de tracteurs, modifier la vitesse des tracteurs ou prendre des avions d'épandage et les transformer en avions de voltige. Donc la communauté qui fait du jeu et qui le détourne pour faire autre chose, clairement ça a un impact sur les ventes. Ça c'est sûr et c'est indéniable. Dans un jeu qui est narratif à la Zombicide, c'est ultra intéressant d'avoir plus de scénarios pour jouer avec le même jeu mais plus longtemps. Donc d'un côté c'est intéressant, voilà, le fanmade c'est intéressant. Après il y a des dérives qui se font aussi de l'autre côté. Je pense notamment à des gens qui ont fait des campagnes pour Zombicide toujours, pour Black Plague notamment. Il y a une association qui a fait des scénarios, qui a fait des nouvelles cartes, qui a créé vraiment du contenu. Et il y a des gens qui se sont mis à le vendre, Ah oui. ce contenu-là. Donc là on n'est plus dans le fanmade, on est dans je récupère du travail de quelqu'un Les et je le avocats vends. sont prévenus, Ouais. les assignations vont être délivrées. Alors oui et non, parce que nous maintenant on n'est plus un éditeur, mais même quand on l'était, on est 5, donc on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, on peut pas Ouais. tout voir aussi, hein. Clairement, si vous voulez faire du fanmade et qu'on soit jamais au courant, vous faites des groupes privés, on le verra jamais. Donc c'est compliqué à gérer, et puis sachant que techniquement, quelqu'un qui fait du fanmade, tout le monde va trouver ça génial. Si nous on interdit à ce gars-là de le proposer, on va passer pour des méchants. Donc il y a ce côté-là, on est dans une position qui est vraiment délicate. On peut pas faire, on n'a pas le temps, ni l'effectif, ni les moyens de faire la police. On veut pas faire la police. Donc voilà, tant que ça reste du bon enfant et que c'est partagé de façon totalement gratuite, on ne voit aucun problème au C'est gentil. sujet. Après voilà, je vous dis, les gens qui font commerce, moi pour le coup, j'ai une anecdote qui est assez rigolote, mais pour le Black Plague là, la personne qui avait été choisie pour faire l'impression au niveau des imprimeurs, l'imprimeur est venu nous démarcher à nous. Donc dans nos bureaux à Toulouse, on a la personne qui est venue pour nous démarcher et elle nous montre comme exemple ce qu'elle imprime dans son local et elle nous montre le truc fan-made. Et je lui dis, alors là, on a un problème. Je dis, là, vous venez me démarcher pour me vendre des impressions et vous me proposez un truc qui est complètement illégal, quoi. Et Oui. voilà, ça a été très cocasse, oui. on va dire. La personne ne savait plus où se mettre, puisqu'elle venait en fait avec une copie, malheureusement, qui était une contrefaçon, hein. Mhm. Et elle se trouve qu'elle vient de démarcher l'ayant droit, quoi. Donc là, ça a été assez marrant sur le coup, même si elle savait plus où se mettre, elle savait plus comment s'excuser. Mais voilà, elle est venue avec une contrefaçon qui était à la base une fanmade qui était tout à fait normale, qu'on laissait faire, on était au courant qu'elle existait, mais qui a été récupérée par quelqu'un qui a voulu en faire commerce. Et c'est une personne qui a fait plusieurs impressions, dont celle-ci. Et donc moi je me suis retrouvé dans mon local, éditeur d'origine de la version française, avec une contrefaçon qu'on venait me proposer, quoi.
Donc c'est assez... Voilà, donc FunMed, aucun souci, faites-vous plaisir. Les mécaniques du jeu sont cool. Si vous voulez les décliner dans Batman ou dans n'importe quoi d'autre, faites-le, régalez-vous. Tant que vous jouez au jeu et que vous prenez plaisir, c'est cool. Voilà, après, n'en faites pas commerce, puisque là, nous, c'est notre boulot de gagner de l'argent on achète des Bien licences sûr. pour les vendre. Si vous achetez pas et que vous revendez, c'est pas un rapport égalitaire, quoi. Ouais. Pour en revenir à Arkham, donc il y a un produit que je voulais acheter en français, mais qui pour l'instant n'existe pas. Ce sont les investigateurs promotionnels qui sont sortis avec les bouquins. Donc, hélas, ils ont été traduits par la communauté. Et puis, je crois que Shep, tu as une commande en cours. Puis nous aussi, on les a commandés. Mais on les aura bien achetés en français, officiellement, s'ils avaient existé. Ouais, tout à fait. Et De nous, toute on façon, les aurait bien traduits. s'ils existent un jour, je les achèterai quand même. Parce que Pareil. certes ça m'arrive de faire des impressions personnelles pour avoir des cartes en 6 exemplaires, en plus des 3 pour avoir des decks montés en parallèle. C'est des choses qui m'arrivent de faire, effectivement, sachant très bien que voilà, la légalité de la chose est limite, mais ça reste un usage personnel. Et j'ai les originaux, j'ai toute la collection, j'achète absolument tout. Effectivement, quand je peux remplacer ces proxies-là par de l'original, je le fais. Sur le Seigneur des Anneaux, j'ai acheté parfois plusieurs Deluxe pour pouvoir avoir des sets de rencontres suffisants pour avoir mes decks de rencontres montés en permanence. Ouais. Donc voilà, donc j'essaye toujours d'essayer d'avoir les originaux. Ça m'arrive de faire des impressions personnelles pour pouvoir compléter certains decks, mais jamais de matériel que je ne possède pas directement. Nous n'en entendions pas moins de toi, Shep. Alors en fait, tous ces ouvrages-là sont sous licence Aconit. Donc c'est une société qui fait partie d'Asmodée. Et donc pour l'instant, ils ont développé toute la gamme VO. Donc ça va de L5R, ça va passer par Arkham. Effectivement, donc il y avait ces investigateurs qui étaient glissés dans les romans. C'est pas improbable que ça soit localisé un jour, qu'on nous demande de le localiser. On le fera avec plaisir. Nous, ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'on réclame pour le faire. Donc si un jour ça se fait, effectivement, ça sera avec plaisir qu'on le localisera. Je vous dis maintenant que c'est Aconit qui gère ça à l'intérieur du groupe, ça peut tout à fait se faire. Faut voir s'il y a un marché en France et si les gens seraient intéressés. Mais vu que c'est des jeux très narratifs, sortir des bouquins, ça paraît complètement cohérent. Donc à voir, ouais. Nous on serait heureux de localiser ces cartes-là et de localiser même les bouquins qui vont avec. Bah ouais, j'aurais bien voulu lire les livres, mais ils n'existent pas en français. Et mon niveau d'anglais étant en dessous du niveau de la mer, c'est un petit peu difficile pour moi. Alors moi Surtout l'anglais Lovecraft. Hein. Moi j'ai une info indispensable. Nello n'attend que ça. Ça fait 2 ans qu'elle nous donne tous pour faire ses traductions d'ouvrages parce qu'elle est passionnée par l'univers et qu'elle adorerait bosser dessus, quoi. Bah oui, je sais pas combien ça coûte, effectivement. Donc ça, c'est un petit peu votre souci au niveau de votre entreprise, de savoir est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas. Je pense que tout ce qui parle de Lovecraft se vend bien, mais bon, je suis pas dans le secret des dieux. Je pense surtout que c'est le moyen de distribution qui est compliqué. Parce que c'est des bouquins, donc ça serait plutôt de la librairie et pas forcément du magasin spécialisé dans le jeu. Je pense que c'est ça qui est un gros frein au niveau de la France. C'est distribuer des ouvrages qui sont pas forcément distribuables par le réseau qu'on a par Asmodée France, quoi. Il faudrait peut-être faire des contacts au niveau de gros groupes de distribution de bouquins pour proposer ces bouquins-là en dehors du réseau de magasins core qu'on a l'habitude de traiter, quoi. C'est bien possible. Hein. Très bien, très bien. Bah, je pense qu'on arrive au bout de cette interview avec Sébastien de FFG et Shep de la chaîne Arkham, Arkham JCE. Est-ce que, chers amis, nous avons fait le tour des sujets que vous souhaitiez aborder? Pour ma part, oui, ça fut très très riche. Merci Absolument. à Stéphane d'avoir organisé cela et merci à Seb évidemment d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Ouais, c'est quand même plus sympa en audio que par les forums où ah bah oui, souvent à l'écrit on a des intentions qui sont pas forcément véhémentes et ça paraît véhément, alors que là en audio on voit qu'il n'y a aucun souci, qu'on peut discuter aisément. Bah,
Bien entendu. J'ai bien fait de t'appeler au téléphone parce que j'avais effectivement sollicité par email, mais bon, j'étais un petit peu renvoyé à droite à gauche pour problème de temps. Puis finalement au téléphone, ça passe beaucoup mieux. Hein. Donc j'espère, Sébastien, que nous aurons l'occasion d'accueillir un jour Jean-François, qui est le chef de produit pour Arkham et qui nous parlera, j'en suis sûr, avec passion de son produit, n'est-ce pas? Il faut voir ça avec lui en fonction de ce qu'il faut, mais... Bien sûr, je l'appellerai aussi pas tout de suite. Hein. Et puis aussi Stéphane Bogard, hein, qui est je crois l'un des deux patrons de la société, qui je pense que j'ai vu à droite à gauche sur certaines interviews sur YouTube. Enfin, je vais interviewer tout le monde sur les prochaines années, si on m'en laisse bien sûr la possibilité. Mais d'ores et déjà, Sébastien, c'est très gentil d'avoir fait le premier pas aujourd'hui, puis d'avoir accepté de nous consacrer plus d'1h30 pour répondre à nos questions de fans. C'est vraiment super cool. Et puis, tu as été assez prolixe, hein, n'est-ce pas, Shep? Ah oui. Choses, hein, beaucoup plus que prévu à la limite. Au-delà de nos attentes, vraiment. Bon, tant mieux. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une partie d'Arkham, Sébastien. Si un jour tu passes à Paris, je serais ravi de t'avoir à ma table d'Arkham. On fera une partie sur YouTube. Ce sera très, 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 très ludique, n'est-ce pas? Alors sur Arkham, pourquoi pas. Après, comme je disais, je suis plutôt un joueur de Marvel avec des parties rapides. Mais avec plaisir, ouais. Pour l'occasion. J'y vais rarement, mais pourquoi pas, ouais. Ah, si un jour je descends dans le sud-ouest, je passerai. Avec plaisir. Très bien. Eh bien, merci encore d'être venu. Je vous salue, mais je vous garde en ligne juste après. Donc, Sébastien, je te souhaite un excellent week-end. Shep, pareil. D'excellentes... Merci à vous deux. D'excellents tests d'investigation pour toutes les personnes qui ont commis l'exploit de regarder ces 1h30 de vidéos et d'avoir consulté la chaîne. Hein. Sébastien, un excellent week-end à Toulouse sous le soleil. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire petit soleil de canicule. Hein, et vraiment à très très bientôt sur la femme. Encore merci à tous les deux. Bon week-end à tous. Merci, salut. Merci, au revoir.